Bonsoir à tous les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que vous avez passé un bon week-end, un bon dimanche de foot. Ma foi, c'était assez costaud, ça a commencé avec le Roma Torino pour ma part qui était un petit peu infâme. On a pu se rattraper entre le très bon multiplex de Ligue 1, le Lille Toulouse qui était animé, le derby de Manchester et puis ce Rennes Lyon. Je peux voir que déjà dans le chat c'est la grosse bagarre, hein. Évidemment. Vous le savez, on aime parler de jeu, on aime parler de tactique, d'équipe, de collectif, d'individualité. Mais il se peut que des fois, il y ait des hommes en noir, des arbitres qui s'invitent au cœur des discussions. Et malheureusement, je crois que ça va être encore le cas ce soir, lors de ce week-end. On a pu voir pas mal de sentiments mitigés, de petites dingueries d'arbitrage, hein, je pense qu'on peut le dire. Alors, comme toujours, les gars, on va s'exprimer, on va revenir là-dessus. Je vous demande juste d'être courtois parce que j'ai déjà vu que ça commençait à se chauffer. Ça reste du football. Évidemment, je sais qu'il y a beaucoup de passion, qu'on a envie d'en découdre, qu'il y a un sentiment d'injustice qui doit exister pour certaines équipes. Mais on rappelle que on reste dans un débat, tu vois, assez sensé. On va pas se foutre là-dessus, c'est pas l'heure de la castagne. Même si c'est vrai que ce Rennes-Lyon aurait pu pas mal dégoupiller. Moi, je comprends en tout cas la grosse frustration des Lyonnais parce que il y a des actions qui te changent la face du match, et notamment en première période avec un René qui peut prendre rouge directement. Et même si on avait vu que Rennes avait fait un très très bon match à 10 contre 11 contre Olympique de Marseille, c'est sûr que là, dans cette configuration-là, ça aurait pu être quand même assez saisissant. Donc Rennes s'en sort bien. On va aussi revenir là-dessus. Hein. On va revenir là-dessus sur qu'est-ce qui a pu coincer côté OL, parce que, évidemment, Rudy Buquet a failli. Stéphanie Frappard aussi dans le camion VAR, mais je pense qu'on a aussi des choses à redire, parce que c'est vrai que l'OL, malheureusement, comme le dit Simon, il y a des grosses occasions, et c'est vrai qu'avec un 9 tueur, un 9 finisseur, les occasions de Mera, de Karabekh, qui se les procurent très très bien. C'est ça qui est frustrant côté OL, c'est que je trouve le match était vraiment intéressant tactiquement, collectivement. Individuellement, tu sens qu'il y a 2-3 manques, mais c'est une équipe qui vraiment est hyper séduisante. Après, ce soir, ça tourne mal parce que Habib Bey décide de passer en 4-4-2 à la mi-temps. Il se dit, bon, finalement, ma défense à 3 contre pas d'attaquant lyonnais, vu qu'il n'y en a pas véritablement de neuf, et c'est plus des milieux de terrain qui se projettent, ou par intermittence, t'as Karabekh, t'as Fofana, t'as Tolisso, voire Mera qui occupe ce registre-là. Ça change quelque chose. Puis oui, c'est sûr qu'il y a des faits d'arbitrage, donc je peux comprendre votre colère, mais c'est vrai qu'on a eu d'autres matchs qui ont été assez houleux. Pour vous dire, j'ai quand même eu des insultes à base de maman sur un débrief de Lille-Toulouse, alors que dans mon dans mon Twitch, je parlais juste des remplaçants lillois qui ont fait le taf. Et vraiment, je sens qu'il y a beaucoup de gens qui sont à cran. On rappelle, c'est que la 4e journée. On est le 14 septembre. Je sens qu'il y a beaucoup de personnes qui sont nerveuses. Je peux comprendre. Mais c'est sûr qu'il y a aussi des choses un peu bizarres sur le Strasbourg-Le Havre, sur le Metz-Angers. À chaque fois, c'est vrai que c'est un week-end qui est très particulier. Même le PSG Lens, hein, c'est sûr, quand tu vois l'action de Thauvin, quand tu vois la faute sur Gvara, peut-être que tu peux te dire, il y a des rouges qui auraient pu être sortis, des pénaltys qui auraient pu être sifflés. La saison va être longue, je suis d'accord avec toi. De toute façon, en vrai de vrai, est-ce qu'il y a une seule saison où on a échappé aux polémiques d'arbitrage? Non. Vraiment, j'ai l'impression que même si on a des saisons, on a l'impression. Je sais plus en souvenir, il y a 2-3 ans, il y avait eu au bout de 4-5 journées, il y avait eu 17 rouges qui avaient été sortis. Vraiment, il y avait une espèce d'hécatombe. Et là, pour le coup, on est un peu plus mollo. Mais c'est sûr que quand on te répète beaucoup de choses, qu'il y aura une uniformisation des décisions, qu'il y aura plus de pédagogie, que certains viendront s'exprimer ou pas, tu vois, après on ira en détail sur le débrief. Mais ce soir, c'est un monde où pour moi, Rudy Buquet, il doit venir sur le plateau de Ligue 1+, et dire, hop, Rouault il prend pas rouge parce que je considère que voilà, alors que pour moi, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus, il y a rouge sur la première période. J'accorde le but à Rouault parce que je considère que c'est Mata qui fait la remise en jeu et que Mata se fait bousculer, mais c'est pas suffisant pour faire une faute. Je mets rouge à Taylor Morton parce que même si le René se relève, c'est un geste de frustration qui peut être qui est assez dangereux, donc je lui mets rouge pour ça. C'est dans ce moment-là où, même si on n'est pas d'accord avec Rudy Buquet et ses décisions, et je pense que les Lyonnais, je vous fais pas un dessin, mais très clairement, pour moi, si on veut être sur un monde normal, les arbitres doivent venir s'exprimer et dire
pourquoi il s'est passé ça ce soir. Parce que ouais, je pense que t'es un supporter de l'OL, tu sors de ce match avec un sentiment de dégoût, t'es frustré. Il y a des choses à redire sur ton équipe, sur certains choix. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Mais ouais, l'arbitrage conditionne quand même un petit peu le résultat. Et ça peut pas mal changer la donne. Dans le rugby, il n'y a jamais de polémique d'arbitrage. J'espère que tu vas bien, Jules Geek. Et je suis désolé, parce que dans le rugby aussi, il y a des polémiques d'arbitrage. Parce que le fameux France-Afrique du Sud, le quart de finale de la Coupe du Monde 2023, qu'est-ce qu'on n'avait pas lu et entendu sur l'arbitre ce soir-là. Donc oui, dans le rugby, disons que c'est moins fréquent, parce que même, je veux dire un truc de base, c'est moins mis en avant que le foot, mais le rugby, non, faut pas croire que l'arbitre, attends, à chaque fois qu'il y a des désignations d'arbitre, si le mec est un Anglais, ça crie, si c'est un mec qui a un passif contre l'équipe de France, ça crie, donc non, ça peut évidemment arriver. En tout cas, je vois que vous êtes nombreux, comme toujours. Bienvenue, installez-vous avec ce débrief de la 4e journée. On parlera des polémiques d'arbitrage, on est obligé. On va quand même essayer de parler un petit peu de jeu, d'individualité, de tactique. On va essayer de s'en sortir, parce que sinon, bah, évidemment, je pourrais me transformer en after débrief arbitrage et dire, bon, là, oui, c'est bien, là, c'est non. Par contre, oui, c'est vrai que j'ai eu pas mal de gens le noter. C'est vrai que la musique du Stade Rennais, je savais que c'était ça, c'est le fameux Just Can't Get Enough de Dépêche Mode, mais c'est vrai que c'est une musique qui est assez rigolote et un petit peu à l'image du French Cancan du Bayern. D'ailleurs, le Bayern Hambourg, à chaque fois les mecs se prennent une douille monumentale, mais le Just Can't Get Enough, qui est une musique assez légère, voire rigolote, quand t'avais de la polémique tout le temps, quand t'avais revisionnage VAR, bah vraiment il y a eu un moment où t'as eu 3 minutes d'attente avant que le but de Rouault soit validé, où t'avais Dépêche Mode qui tournait en boucle alors que la musique elle allait pas du tout avec la situation. Je la trouve assez incroyable, ça a fait beaucoup rire. Au passage, grand fan de Dépêche Mode, donc moi ça me dérange pas, mais j'aime beaucoup, j'aime bien voir ça. En tout cas, je vois que vous êtes assez présents, je vois qu'il y a les habituels comme Ninor, comme Fekir, comme Lewis, comme Thibaut, comme Juju Geek, comme Taken. Je vois qu'il y a des petits nouveaux aussi, ça fait bien plaisir, comme Ross Wario, comme El Poulet, comme Le Pigeon, ça c'est top. J'ai mes 2 modérateurs qui sont dans le chat, donc je vais les saluer avec ce chat qui vous met un petit message pour vous rappeler, évidemment, abonnez-vous, mettez des likes, des commentaires, ça marche très très bien. D'ailleurs, au passage, j'ai publié une petite vidéo sur les transferts, on va dire, oublier les transferts qui sont passés sous les radars cet été. Elle a plutôt bien marché, donc n'hésitez pas à aller donner encore un peu plus de coups de pouce. Et pareil, en podcast, ça fait bien plaisir, les stats sont bonnes. Demain, on se retrouve sur hors-jeu avec toute la fine équipe. Et en plus, ce sera l'heure des prédictions Ligue des Champions. Donc on va devoir bien réfléchir à ça. Ça va être assez intéressant. Et quelqu'un m'a demandé, est-ce que tu peux parler de Bordeaux? Alors c'est vrai que, désolé, c'est vrai que Bordeaux... la vidéo elle est sur YouTube, ouais, exactement, Rome, merci de demander. Et je continue le Formation FC. Alors Rasco, t'es peut-être passé à côté de la news, mais j'ai arrêté le Formation FC en tant que podcast. Et en fait, j'ai regroupé, et je sais que de temps en temps, il y a des personnes qui me demandent, donc j'en profite pour le redire. Vous pouvez retrouver tous les contenus audio sur le COP de Scipion. Je regroupe les débriefs, les vidéos YouTube. S'il y a du podcast, je le sors dessus. Mais vraiment, c'est le rendez-vous. Donc n'hésitez pas, tout est disponible gratuitement sur vos plateformes de podcast préférées. Et comme je vous le disais, Bordeaux, c'est dur parce que les 2 fois où ils ont gagné, j'en ai pas parlé. Et là, ils ont perdu ce week-end et vous me demandez mon avis, c'est que je suis passé à côté. Mais non, évidemment, ils ont perdu contre Saint-Malo, défaite 2-1. Une équipe qui est retombée dans ses travers. C'est compliqué. Je me demande quelle sera l'issue de cette saison, à quel point il faut intégrer encore des recrues. Pour ceux qui n'ont peut-être pas suivi, en fait, Bordeaux avait fait une saison intéressante, mais malheureusement ils sont un petit peu pris les pieds dans le tapis en perdant notamment 5 matchs d'affilée et ça leur a coûté la montée. Après il y avait une équipe comme Saint-Brieuc qui était bien plus forte, rien à dire, mais l'équipe en elle-même était intéressante, manquait peut-être un peu plus de talent offensif au-delà d'Andy Carroll, de Bahassa et de Mergi, mais le souci c'est qu'ils ont décidé de changer vraiment toute l'ossature, le gardien, un latéral, un défenseur central, tout le milieu de terrain, toute l'attaque, et du coup c'est une équipe qui redémarre un petit peu de zéro, même si le coach est encore là, Bruno Irles, mais ouais, ça va prendre du temps pour que ce Bordeaux-là prenne.
J'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup d'équipes qui se détachent encore dans cette poule-là. C'est une poule qui est à notre portée, mais le souci c'est que ouais, la vérité du mois d'août-septembre, est-ce qu'on sera un peu plus emballé quand on arrivera dans les moments fatigues, je sais pas. Faudra voir aussi avec le petit parcours en Coupe de France. Mais ce que je vois sur le terrain, je suis partagé. En fait, j'ai l'impression que cette équipe a toujours manqué d'un tueur, d'un truc un peu plus. Même si Merdier et Carole pouvaient faire le boulot, ça fait très longtemps que j'ai pas vu un attaquant un peu brutal à Bordeaux. Et ça manque quand même dans ce genre de situation. On a 2-3 mecs qui sont pas dégueux, hein, mais voilà, encore une fois, comme je vous le dis, t'as fait un gros choix sur le mercato, tu changes tout. Attention. Et on rappelle que Mergi est toujours sous contrat et qu'on ne le fait pas jouer parce qu'il aurait remis en cause certains choix tactiques du coach. Donc malheureusement, bah, il est mis au placard et je pense qu'on aurait bien besoin de lui. Et oui, Ninor, pour te répondre à ta question, demain, le tweet sur les prédictions Ligue des Champions, je vais l'envoyer également pour voir si vous êtes des fins limiers. Je pense que tout est réuni pour qu'on parte sur le débrief. Et comme vous le savez désormais, jingle. Ah bah ouais, hein, il est beau ce jingle. Hein. Malheureusement, je me suis trompé de frame euh, pour l'intro. Mais sinon, il est bien là, le jingle. Ouais, la prod, c'est exactement ça. C'est une petite dédicace à Hors-jeu et Poineau, qu'on espère évidemment revoir un jour. Cette journée de Ligue 1, bah écoutez, quand on voit ce top 7 et pourquoi pas ce top 9, j'ai quand même l'impression qu'on aura, pas dans l'ordre, mais je pense qu'on aura les 9 premières équipes de Ligue 1 dans cette partie-là. Et même, j'ai envie de dire, le Paris FC 11e, ça me paraît plutôt cohérent avec ce que j'ai vu depuis le début. Je pense qu'on aura une première partie de tableau qui va se dessiner là-dessus. Toulouse, attention à eux, c'est vrai que Toulouse ont perdu contre le PSG en ne fermant pas le jeu, bravo à eux. Et contre Lille, c'est très difficile parce qu'ils méritaient vraiment de repartir au minimum avec un point, si ce n'est mieux. Mais c'est vrai qu'on sent qu'on a déjà le top 9. Alors, l'ordre, celui qui pourra le trouver, évidemment, chapeau à lui. Mais on sent que ça va bien se bagarrer, qu'il y a des équipes qui sont pas forcément encore bien prêtes dans le jeu, qui sont pas parfaitement rodées. Je pense à Strasbourg et Monaco, qui font quand même du 9 sur 12. On a aussi l'OL, même s'ils ont perdu ce soir, qui a fait, pareil, 3 victoires, alors qu'on connaît tous le contexte. Donc pour eux, c'est plutôt pas mal. Non, comment ça, Toulouse méritait 3 points? Non, pour moi, Toulouse méritait un point, enfin, ils ont pas fait un moche truc. Après, Lille, je vais le dire, ils sont allés chercher leur victoire. Les gars, commencez pas parce que, comme je vous le dis, quand j'ai commencé à parler Lille-Toulouse, ça a terminé en tweet sur des mamans dans les réponses. Donc, on va rester tranquille. Je vous dis juste que Toulouse a pas fait un mauvais match, que Lille a été brouillon, mais que Lille a fini par s'en sortir parce qu'ils ont un très bon banc. Donc, ça, c'est bien la vérité. C'est vrai qu'en bas, bon, Metz, ce match contre Angers, c'était vraiment pour eux le moment de basculer, tu vois, du bon côté. Mais en recevant une équipe qui fait partie de ton championnat, ils n'ont pas su aller chercher. Et Brest, on va revenir évidemment sur ce contenu contre le Paris FC. Mais c'est dur. C'est dur pour Brest en ce moment. C'est dur pour Brest qui a perdu beaucoup de ses meilleurs éléments. Après, ouais, c'est la vérité de pas mal d'équipes de Ligue 1. Donc, pour eux, va falloir être patient. En fait, pour moi, Brest, c'est quand ils vont affronter justement Metz, Lorient, Le Havre, Angers, ou Nantes, hein, que ça va pouvoir un petit peu se décanter pour eux. On y va pour le premier match, et pas des moindres. Il vient de s'achever. Ce Rennes-Lyon qui va laisser un sentiment hyper amer aux Lyonnais. Peut-être une victoire à la Pérouse pour les Rennais qui n'ont pas été brillants, mais qui ont su aller la chercher. L'analyse, elle change parce que tu as le prisme du résultat de la défaite. Mais encore une fois, je répète, je trouve que le contenu de l'OL, première période, est très bon. On sent que Rennes accélère. Mais oui, évidemment, le rouge... comment analyser ce match sans parler, des erreurs, des petites dingueries d'arbitrage? J'aimerais le faire sans et juste parler parce que je trouve que l'OL collectivement a une très belle équipe. Vraiment, je trouve que ça tourne bien. Tu sens qu'il y a un manque de numéro 9, mais que sans ce 9, t'as aussi
une espèce de plus-value au milieu de terrain, parce que entre Tolisso, entre Mera, entre Morton, Tessman, t'as quand même un espèce de quatuor qui travaille très très bien. Franchement, faut le dire. Tessman, la montée en puissance, parce que depuis le début des débriefs, on parle énormément de Morton, qui est une super recrue. Et le rouge de ce soir, c'est une erreur de jeunesse. Après, certains vont dire, il n'y a pas rouge. Oui, peut-être que dans un autre contexte, il peut y avoir de la pédagogie, sauf que il y a des circonstances, oui, le joueur n'est pas blessé, oui, c'est à 80 mètres du but, mais c'est une faute de frustration, c'est par derrière. Il y a quand même, tu vois, un monde où ça peut s'expliquer. Le carton rouge, après, évidemment, je suis d'accord, il y a rouge pour Roux en première période, mais j'essaye juste de dire que pour moi, le rouge de Morton, je le comprends ce soir. Même s'il est dur, même s'il est rude, c'est difficile. En PL, il n'y a pas rouge, donc pour lui, c'est normal de faire cette faute. Ah, oui. Après, tu sais, les fois en PL, ils ont quand même aussi un code où, tu sais, ils peuvent mettre 3 matchs de suite. Donc, c'est ça. Il y a plus rouge sur le René que sur le nez. Oui, après, si je dois dire où est-ce qu'il y a le plus faute, c'est là. Mais il y a aussi un monde où, pour moi, il y a rouge sur les deux cas. Donc ça peut s'expliquer. C'est compliqué pour l'OL parce que je trouve le contenu intéressant. Je trouve que tactiquement ça a bien bossé. Je trouve que Fonseca, on le savait que l'expérience à Milan s'était pas bien passée. On savait que sur l'aventure, le début d'aventure à Lyon, bon, il y a eu ce truc avec Benoît Millot, mais sinon, tu vois, c'était un petit peu, je vais pas dire déconstruit, mais il se reposait sur un gros secteur offensif. Défensivement, c'était faible. Et en fait, c'était à des fois un peu, bon, bah, Cherki fait un miracle, Almada fait un miracle, Lacazette fait un miracle, tout ça. Mais là, je trouve que vraiment, ils ont bien bossé avec son staff cet été. Défensivement, c'était plus cohérent. Et au milieu de terrain, t'as vraiment un glow-up de fou. Je trouve que le double pivot Tessman-Morton, ça t'apporte quelque chose d'assez inouï. Maintenant, bah, on va se le remettre encore une fois, mais l'attaque, quoi. L'attaque. Alors, tu vois, Fofana faire des belles percées. Tolisso, bah, tu vois, sur le centre de Maitland, il sent super bien le coup. C'est un très bon joueur de tête. Tolisso, il est bien placé. Et pareil, la première mi-temps, Tolisso, elle est nickel. Karabekh, le but qui s'offre presque, parce que le crochet, je crois que c'est sur Merlin ou Rouault, pardon, je sais plus. Il est très très bon. Mais derrière, c'est la finition d'un mec trop tendre. Pareil pour Mera, tu vois. L'ouverture de Tessman et Mera qui réussit à se faire un contrôle de balle où il se l'amène. Et vraiment, en fait, tu sens que contre Samba, il se fait, je sais pas combien de fois, ce duel dans sa tête. Et sauf qu'il tergiverse trop et Samba, bah, finalement, il le remporte son match dans le match. Mais du coup, tu te fais punir là-dessus. Et le banc, bah voilà, hein, le banc, tu fais rentrer Pavel Souk, Rachid Ghezal, Ruben Kluivert qui est sur la photo de famille du deuxième but René. T'as Satreno qui est pas lancé, t'as Afonso Moura qui reste là. T'as bah voilà, tes deux jeunes, Mathis de Carvalho et Enzo Molenbeek qui rentrent pas. C'est difficile pour l'OL, mais ouais, il faut réussir à maximiser tes 60 minutes sans banc. Parce que bah, je pense très clairement pour pas mal de matchs de Ligue 1, ça va être difficile d'exister sans ça, quoi. Toute proportion gardée, cette OL me fait penser au PSG en LDC l'année dernière, contenu très bon mais manque de finition. Je vois ce que tu veux dire. Oui, je vois l'idée. Je vois l'idée dans le sens d'une équipe très intéressante sur le papier qui n'arrive pas à conclure et qui se fait punir parce que derrière, bah, défensivement, il y a des petites failles. Après, pour le coup, tu sentais quand même qu'il y avait une petite marge pour le PSG. Là, l'OL, le souci, c'est qu'il n'y a pas de marge, quoi. C'est que, est-ce qu'ils vont pouvoir faire mieux Mera, qui est un très jeune joueur, Karabekh, qui est un joueur de rotation, est-ce que d'ici novembre, décembre, et même pour la deuxième partie de saison, ils vont pouvoir s'affirmer comme des leaders? Je suis pas sûr. En tout cas, même si tu as la défaite ce soir, je trouve qu'entre une équipe qui est un de tes rivales pour l'Europe, tu as quand même montré que tu rivalisais bien. Après, c'est sûr que, encore une fois, hein, le tacle, la semelle de Rouault sur Mera en première période, elle peut un petit peu tout changer. Et est-ce que l'OL aurait perdu ce match à 11 contre 10 ? On a vu que Rennes avait eu un supplément d'âme contre Marseille. Bon, contre Lorient, ça avait été compliqué. Là, ça va être chaud, quoi. Ouais, à jouer tous les 3 jours, leur effectif, ça va être dur. Ouais, je sais pas s'il y aura des choix au bout d'un moment, mais
ce qui est sûr, c'est que Fonseca va peut-être pas tout le temps mettre Tolisso, Fofana, Tessman, tu vois, ce type de joueurs qui sont très importants, même Maitland Niles ou Niakate. Ça va être ça le pari. Mais tu vois, c'est dur, c'est très frustrant parce que tu mets un Mikotadze. Bon, même si Mikotadze n'était pas encore parfait au niveau de sa finition, il aurait pu au moins t'assurer un petit matelas ce soir. Ça n'a pas été le cas. Ouais, franchement, en fait, t'es Fonseca, t'es à la fois fier de ton équipe parce que sur le terrain, ils ont montré de belles choses en connaissant les limites qu'on a du côté de Lyon, mais en même temps, bah, c'est aussi l'apprentissage du haut niveau, c'est que tu peux te faire douiller par l'arbitrage, c'est dur. Mais dans ce contexte-là, il faut aussi que tu te dises, bah, t'as eu des occasions, t'as pas su les convertir, et tu savais qu'à 1-0, t'étais à portée de fusil et ça n'a pas pardonné. En face, Rennes, je reste pas convaincu malgré la victoire de ce soir. Après, pour le coup, Habib Bey a dû passer en 4-4-2 parce que le contexte, l'adversité l'imposait. Les entrants ont fait leur job et c'est très très bien de voir évidemment Moussa Altamari foutre du bazar et surtout Mohamed Kader Meïté. On a beaucoup parlé de Jacquet parce que Jacquet il dégage une certaine maturité. On a parlé de Diawy Cissé, même si ce soir c'était pas son meilleur match. Après c'était sa première titularisation. La deuxième partie de saison de Diawy Cissé était hyper encourageante, intéressante. Et Kader Meïté, souvenez-vous, c'est Kader Meïté, il avait eu voilà deux entrées enfin pas deux entrées même, deux matchs titulaires. Où il avait été sorti direct parce que ses coéquipiers n'avaient pas contrôlé forcément certaines situations, avaient pris rouge et le pauvre tu vois il s'est pas mis en mode bon bah je suis une victime et tout, et là franchement bah, il est sur la plupart des buts, il est impliqué à chaque fois et il vient ouais, on s'attendait à ce que ce soit un des joueurs à suivre cette saison, et ça c'est un match signature, ça je suis bien d'accord. Ouais, c'est vrai que même Seko Fofana, c'est vrai que l'entrée elle est bonne, Seko Fofana qui revient bien physiquement. Fofana qui a eu un vrai... Bah, je pense que lui, pour le coup, le championnat saoudien, il était sur un rythme qui n'était pas évident. Peut-être qu'il se préservait un peu plus pour la Côte d'Ivoire. Là, pour le coup, Ligue 1, tu peux pas te reposer sur tes acquis. Et franchement, je trouve qu'il a fait vraiment une vraie belle prépa. Et là, on sent que sur le début de saison, il est bon. Son entrée, c'est un leader. C'est même un petit détail, tu vois, mais sur le banc de touche, quand il s'est chauffé, il n'arrêtait pas d'encourager ses coéquipiers. Il était en mode... bah, vrai leader, vrai patron. Et ça compte. Ouais, Seydou, pour ceux qui le suivaient à Clermont, c'est un super joueur. Le pauvre, il s'était fait les croisés. Ça n'a pas été évident pour lui. Mais dans cette défense rennaise, où tu sens que t'es pas à l'abri bah voilà, de mésaventures, de dysfonctionnements, Seydou, il a le niveau, s'il a 100% titulaire, de se remettre dedans. Alors après, si vous voulez qu'on parle des titulaires, ouais, c'est vrai que le Paul Mbolo, c'était compliqué. Le Paul, c'est sa première titularisation à la maison. La deuxième, laissons du temps aux joueurs, laissons un temps d'adaptation. Sur le papier, je peux comprendre que Mbolo Le Paul soit pas mal, mais j'ai trouvé que c'était évidemment très brouillon, du déchet technique, et je vais pas le dire juste pour ces deux-là. Je trouve que quand même, côté Rennais, il y a eu beaucoup de difficultés à transmettre certains ballons faciles, c'était pas évident, mais Rennes a la chance d'avoir un effectif avec quand même pas mal de profondeur de banc, à pouvoir faire des changements que Lyon aimerait bien, et ça pourrait le faire. Est-ce que c'est vraiment le système à 3 centraux la meilleure option pour Rennes selon toi? En fait, je peux comprendre que quand t'es deux pistons comme Frankowski et Merlin, ce soit une bonne option, tu vois, d'avoir cette fameuse défense à 3, mais peut-être qu'il faut voir selon le contexte, et Kaby Bey peut être un entraîneur flexible qui se dit bah tiens, ce soir j'affronte l'OL, une équipe qui a pas vraiment d'avant-centre, est-ce que je pourrais pas, tu vois, évoluer avec une défense à 2, parce que bah mes 3 centraux, évidemment pour ma relance j'en ai besoin, mais pour faire face aux attaquants lyonnais, ça va pas forcément être la bonne formule. Est-ce que j'ai pas plus intérêt à renforcer mon milieu de terrain, parce que ça s'est vu pendant 45 minutes, ça a été dur pour pas mal de joueurs rennais. Après, Frankowski et Merlin, ils ont été recrutés, je pense, pour jouer comme ça. Voilà. Il ne faut pas être dogmatique, même si ça peut être le cas pour certains, à l'image de Ruben Amorim à Manchester United. Mais des fois, il faut savoir aussi faire des concessions et se dire, bah, ça peut ne pas marcher à chaque fois. Ce soir, Rennes s'en sort bien. Rennes, je vais pas... Est-ce qu'ils peuvent être miraculés? Je sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est que tu as des faits de jeu et des faits d'arbitrage qui changent la donne. Il faudra beaucoup plus changer, me montrer quelque chose
dans le jeu, dans la continuité. Je trouve que c'est un Rennes qui est trop inconstant. C'est une équipe qui a pas mal de qualité. Tu as des joueurs super intéressants. Mais il me manque encore ce fil conducteur sur 5-6 matchs pour me dire ok, je vois une vraie progression. Je trouve déjà que l'équipe est plus cohérente là que l'an passé quand il avait récupéré le mercato, qu'ils avaient refait du mercato et que tu vois, ça avait été un petit peu laborieux. Là au moins, t'as fait évidemment, t'as fait un mercato très simple, 100% Ligue 1 et ça peut se comprendre. Frankowski, Merlin, Rongier, Madi Camara, Mbolo, Le Paul, t'as vraiment pris des valeurs sûres. Tu enrobes ça avec tes espoirs que sont Jacquet, Cissé, Meïté. T'as d'autres habitués cadres. Et ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. En vrai, je pense qu'ils vont être à la lutte pour l'Europe. Mais est-ce qu'ils vont être à la lutte pour l'Europe en étant 7ème ric-rac ou est-ce qu'ils seront, tu vois, plus peut-être 4ème, 5ème confortable? Pour l'instant, c'est plutôt la première option parce que j'ai pas encore de certitude. Mais ce que je vous ai dit pour Le Paul et Mbolo, je vais le redire là. On est qu'à la 4ème journée. Il y a encore du temps. Ne soyons pas non plus, hyper pessimiste. Ce qui est sûr, c'est que Rennes, on est obligé d'être exigeant. Ça fait 2 saisons de suite qui ne sont pas en Europe. C'est une petite anomalie. Donc il faut qu'on revoie le Stade Rennais par rapport à ses moyens, ses ambitions, au moins le jeudi soir. Maintenant, c'est quand même une équipe sur le papier a fait un beau mercato. Il va falloir quand même élever pour moi le niveau technique, trouver un 11 tu vois, qui s'arrête, un 11 défini. Est-ce qu'il va revenir sur cette fameuse défense à 3? Je suis pas sûr, Habib Bey. Mais voilà, il s'en sort bien. Ce qui est sûr, c'est qu'il s'en sort plutôt bien. Ouais, Mbolo, c'est faiblard. Après, Mbolo, il a fait les qualifs de la Coupe du Monde avec la Suisse. Il est arrivé il y a peu de temps, en fait, pour s'adapter à une nouvelle équipe. J'ai pas envie non plus, tu vois, de tirer à boulet rouge sur ces joueurs qui viennent de débarquer, même s'ils connaissent le championnat, et que Mbolo, c'est plus un genou. Mais tu vois, t'as quand même des repères à prendre. Moi, je trouve sur le papier, associer Mbolo et Le Paul, et surtout faire une attaque à 2 comme ça, c'est pas mal. Peut-être qu'il va falloir que ça prenne un petit peu. Mais oui, ce qui est sûr, c'est qu'on a vu des choses. Bon, quand tu vois certains prix de transfert, certains salaires donnés, oui, tu peux pas te dire, faut un temps d'adaptation. Il y a aussi des fautes qui sont difficiles à voir. Mais ce Rennes-là, il y a un truc à créer. J'espère juste que ça va être un peu plus dans la continuité. Juste le calendrier, ça, il y a un derby qui arrive. Il y a un derby qui arrive qui va être particulier pour Rennes et surtout pour Nantes qui a pris que 3 points. Et ensuite, tu affrontes Lens, belle équipe, et tu vas au Havre qui est pas évident à jouer sur ce début de saison. Et ensuite, tu as 2 réceptions au Nice. Tu vois, ce calendrier-là, pour moi, Rennes, ils seront encore dans la première partie de tableau. J'y crois. Après, tu as des matchs intéressants à venir. Hein. Tu as aussi, au cœur de l'automne, tu as Toulouse, Strasbourg, le Paris FC Monaco, tu as un déplacement à Metz, et ensuite tu vas au Parc. Non, ça va être bien. Ça va être bien de voir comment ils vont se comporter, parce que tu as plusieurs niveaux d'adversité. Ça va être intéressant. Bonsoir. Le match ce soir était bien plaisant, je trouve, mais je sais pas ce qui s'est passé, ce qui est passé par la tête de Morton sur cette action de carte rouge. Je vois ce que tu veux dire. Encore une fois, le carton rouge de Morton, il est difficile à admettre quand tu sais ce qui s'est passé en première période avec la faute vilaine de Rouault. Mais si on prend juste cette action, comment dire, une erreur d'arbitrage ne répare pas une autre erreur d'arbitrage. Et là, pour le coup, Buquet, je pense qu'il a eu raison parce que la faute, elle est vilaine, elle est dangereuse. Et même si le Rennais a pu continuer le match, il n'a pas à faire ça. Et voilà, c'est un jeune joueur, il va aussi apprendre avec ce type de contexte. Il faudra voir évidemment si la sanction ne sera pas trop lourde parce que des fois on a des petites particularités de la commission de discipline. Elle n'est pas dangereuse parce que t'as pas de conséquences, mais la faute, tu vois, c'est une faute de frustration, c'est par derrière. Il y a quand même, tu vois, il y a des choses à redire sur la faute quand même. Faut pas non plus l'excuser en mode il a pas fait exprès, oh là là, non. Si, évidemment, c'est pas parce qu'il n'y a pas un mec qui finit à l'hôpital qui a les croisés que faut l'excuser. Hein. La faute est vilaine et elle mérite ça. Mais évidemment, je peux comprendre que les Rennais sortent de ce match-là avec beaucoup de rage. Je pense qu'on peut le dire. Je pense qu'on a dit à peu près tout ce qu'il y avait à dire sur ce Rennes-Lyon, qui était divertissant en tant que neutre, qui était assez bordélique aussi. Je pense qu'on peut revenir là-dessus. Côté lyonnais, ouais, je dirais que j'ai parlé du calendrier rennais. T'as Angers qui arrive, c'est ça, Angers qui arrive vendredi.
Donc après, t'enchaînes Europa League, tu vas à Lille ensuite. Ça va être un beau match, ça, le week-end suivant. Ensuite, tu reçois Salzbourg, ta réception de Toulouse et t'as la trêve. Moi, tu vois, ça va être un programme, ça enchaîne bien, mais ils peuvent être encore dans le bon wagon après cette séquence, les Lyonnais. Match suivant, les amis, on va évoquer ce Marseille-Lorient, qui pareil était un match un peu bizarre, parce que forcément, t'as une équipe lorientaise qui était déjà fébrile sur le papier, qui se retrouve à 10. Alors, est-ce que le carton rouge doit s'imposer quand il y a déjà penalty ? Certains disent qu'il y a annulation en tant que dernier joueur de champ. D'autres disent qu'il y avait encore un Lorientais pour couvrir. Je ne sais plus si c'était Talbi ou un autre, ou Faye. Mais c'est vrai que c'est difficile dans ce contexte-là. Bon, c'est ça en fait pour moi, même si Murillo avait bien joué le coup en passant devant, je pense qu'il y avait un retour de défenseur qui aurait pu revenir là-dessus. Donc à ce moment-là, mettre jaune et t'as déjà le penalty, je trouvais que c'était justifié. J'imagine que pour lui, le Lorientais qui revient, c'est pas assez à temps, il est derrière. Donc ça peut être le cas. Ça peut être le cas. Faute pas dangereuse, déjà pas penalty, pas un défenseur. Alors pour le coup, que la faute soit dangereuse ou pas, pour moi Lewis, c'est vraiment... Enfin, ça n'a pas d'incidence. Qui le découpe comme un fou furieux ou qui tire le maillot, s'il y a cette position de dernier défenseur, dernier joueur de champ, ça peut, tu vois, se le faire. Mais là, tout dépend de l'interprétation où se situe l'autre Lorientais. Et je crois que l'arbitre a décidé de faire ça. Après, tu vois, juste après, Pavard, il prend un jaune pour une faute, je ne vais pas dire anecdotique, mais quasiment. Et oui, après, il y a Meïté qui tue Gouiri. Ça, pareil, c'est un truc qui est hyper particulier. C'est que le mec est hors jeu, mais Meïté, je sais pas ce qui lui est passé par la tête, de monter là-dessus, de faire... Enfin, le genou est hyper haut, il est dangereux, il sort. Peut-être qu'il faudrait faire une petite réforme là-dessus, parce que quand le geste est vraiment pas maîtrisé, Gouiri, il sort, il est blessé, l'autre, il reste sur le terrain, rien, par carton rouge, c'est très particulier. Donc ouais, je pense qu'il y a beaucoup de choses à revoir. Et oui, la fameuse histoire de double peine. Alors je sais qu'il y a évidemment la double peine telle qu'elle existe encore dans les lois de l'IFAB, que c'est inscrit tel quel, que oui, si le joueur est en position d'un défenseur, après, c'est comme d'hab, je pense qu'il y a une part d'interprétation et de pédagogie qu'il faut avoir, ne pas tout le temps s'appuyer sur les textes pour dire « Ah, regardez ce qui est dit, et donc ça se passe comme ça ». Là, pour le coup, je pense qu'il faut vraiment prendre du temps, du recul, et à ce moment précis, Murillo peut continuer le match, Yongwa, il n'a pas fait un truc vilain, penalty, jaune, ça me paraît plus que logique, parce que là, oui, le match, évidemment, il change toute l'analyse, mais on peut quand même dire des choses, je trouve, sur ce Marseille-Lorient. Bon, va falloir relativiser l'adversaire, le contexte, mais Pavard, Aguerd, Medina, ça semble quand même très prometteur. Je pense qu'on va tous se mettre d'accord là-dessus. Les deux centraux qui marquent, mais au-delà de ça, le jeu d'Aguerd, la sérénité, le calme, le sang-froid que dégage ce gars-là, je comprends pourquoi Marseille allait le chercher en lieu et place d'Ordonez, même si c'est pas forcément tu vois, la même catégorie d'âge, mais je trouve que Aguerd va t'apporter une vraie plus-value. J'enterre pas pour autant Balerdi. Je pense que Balerdi a traversé une séquence compliquée entre l'OM et l'Argentine, mais Balerdi, entouré de gars comme ça, tu vois, qui apportent du calme, voilà, qui sont propres, que ce soit Aguerd, que ce soit Pavard, même Medina, que j'aime beaucoup dans son rôle. Oui, et c'est vrai, comme tu le dis, Tibinho, j'ai dit Aguerd à un certain âge, 29 ans, évidemment, à l'échelle du foot, et encore plus pour un central, ça va, il n'y a pas trop de soucis à se faire. Mais revoir Balerdi dans cet OM peut-être un peu plus apaisé. En tout cas, on a un gros match qui arrive, parce qu'évidemment, j'ai déjà envie de me tourner de par ce Marseille-Lorient vers le match qui nous attend mardi soir. Ce Marseille... ce Real Marseille, attention à pas confondre, ce Real Marseille avec évidemment ce qu'on va voir de la part du Kicks, le Shabby Ball contre le retour de l'OM en Ligue des Champions. Ouais, on a vraiment hâte d'y être. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on fait pour la Ligue des Champions niveau débrief ? Est-ce qu'on se ferait pas un débrief chaque soir ? Il y a une équipe française qui est engagée le mardi, l'autre le mercredi, l'autre le jeudi, en parlant de certaines rencontres. Je pense qu'on peut se faire un petit débrief chaque soir si le rythme, la fatigue
c'est pas trop intense. Je pense qu'il y aura peut-être aussi un débrief avec hors-jeu, mais on est bien parti pour bien vivre ensemble. Surtout que, ouais, je crois que mardi, t'as Bilbao Arsenal, t'as Marseille Real, enfin plutôt l'inverse. Le mercredi, t'as le PSG Atalanta, t'as le Bayern Chelsea, et le jeudi, t'as Bruges Monaco, et après, t'as le match que j'attends énormément, c'est ce Newcastle Barcelone, parce que le Barça avec toutes ces petites pépites, même si Yamal on sait pas s'il sera trop là, mais surtout Newcastle à la maison, St James Park, il y a plus Isaac, mais ils ont d'autres arguments. J'ai vraiment envie de voir ça, mais je crois qu'on a un beau programme dans cette première journée de Ligue des Champions. Je pense que je vais le réafficher juste pour se rendre compte. Du coup, mardi, PSV, Union Saint-Gilloise, Bilbao Arsenal à 18h45. Ensuite, tu as Jules Dortmund, Benfica Karabakh, Tottenham Villarreal, Real Marseille. Le lendemain, tu as Olympiakos Paphos. Oh, c'est le derby gréco-chypriote magnifique à l'heure de l'apéro. Le Slavia Prague, Bodo Glimt. Ensuite, tu as Bayern Chelsea, PSG Atalanta, Ajax Inter, Liverpool Atlético. Cette journée du mercredi. Ça envoie. Hein. Et après, t'as Copenhague, Leverkusen, Bruges, Monaco le lendemain. Et le soir, t'as Eintracht Galatasaray, Sporting Kairat, Newcastle, Barcelone et le City Naples. Franchement, on va être vraiment dans le vif du sujet. Ça va être assez incroyable. Ouais, mais tu vois, des matchs que j'ai pas évoqués, comme City Naples, comme Liverpool Atlético, ça va être assez dantesque. Et ouais, le football est taquin évidemment. De Bruyne qui revient dès son premier match européen avec Naples à l'Etihad, ça c'est très sympathique. Mais pour revenir sur le cas de Marseille, je crois que ce que j'ai vu d'après les informations de la presse marseillaise, ou je sais plus si c'était l'équipe, on a plutôt une tendance à reconduire évidemment cette compo qui a bien fonctionné contre Lorient, notamment la base défensive. Donc ça pourrait être assez intéressant. Maintenant, c'est le milieu de terrain. C'est peut-être une belle take, mais Kondogbia, qu'on avait peut-être enterré, Kondogbia qu'on imaginait peut-être central, le Kondogbia que j'ai vu au milieu de terrain, bien sûr, c'est Lorient, bien sûr qu'il faut voir contre plus fort, mais Kondogbia, ça reste quand même un joueur très talentueux. C'est pour moi, d'un point de vue du pur potentiel, c'est le milieu le plus talentueux de l'OM parce que c'est celui qui sait faire le plus de choses, en attendant de voir évidemment Vermeeren, O'Reilly, tout ça, mais je trouve que c'est un gars qui peut apporter beaucoup de choses. Si dans ce Marseille-là il se relance bien, c'est vrai que son seul souci c'est évidemment physique. Bah tu peux pas sortir Højbjerg. Højbjerg, c'est bien aussi d'avoir pas mal recruté dans ce secteur et d'être un petit peu, je veux dire, exigeant et de ne pas laisser, tu vois, trop de latitude à certains titulaires. De toute façon, je pense que dans cet OM-là, qui sera indispensable? C'est ça aussi la question. Qui, dans l'esprit de Zerbi, part pour être tous les jours titulaire? Je pense qu'il y a Greenwood. Je pense que Aguerd, Pavard et Medina vont très vite s'imposer comme des certitudes. Mais Balerdi, de Zerbi, a pas l'air de vouloir l'enterrer. Du coup, je suis très curieux de voir comment il va composer avec ses 4 centraux. Est-ce qu'on aura une animation à 4 centraux comme Arsenal? Sauf que, bien sûr, Pavard veut pas forcément jouer en latéral, donc peut-être falloir faire une concession là-dessus. Angel Gomez, je suis d'accord. Angel Gomez, j'ai l'impression qu'il fait partie de ces cadres, même si tout n'a pas été parfait. Angel Gomez t'apporte quelque chose au milieu de terrain qui est très intéressant dans le volume, dans les intentions. Il doit prendre encore un peu plus de risques pour moi, mais c'est vrai que la frappasse, on n'a pas évoqué, mais c'est vrai que c'est un très joli but. L'enchaînement est vraiment costaud entre celui-ci et surtout celui de Zubimendi. On a eu de très beaux buts ce week-end. Contre le Real, ce sera Gomez plus haut avec double pivot, Kondogbia, Højbjerg. Je crois que Thibaut, tu as trouvé la bonne formule. Je pense que ce sera cet OM-là. À voir aussi devant. Est-ce que ce sera Gouiri? Est-ce que ce sera Aubameyang? Gouiri qui est sorti blessé, diminué. Aubameyang qui a des belles stats contre le Real, même s'il a un certain âge, mais ça reste... Le Real, il a un vrai coup de cœur contre cette équipe. On s'en souvient de certains classicos qui étaient assez incroyables. Ouais, Greenwood, je pense qu'il sera là. Timothy Weah, Traoré, peut-être plus Traoré, mais est-ce que Weah finalement ça t'apporte pas une question d'équilibre? Ouais, c'est toujours une belle question. Après Murillo aussi à droite, c'est vrai que Murillo, j'ai toujours bien aimé ce joueur. Bon, le match contre Lyon sur le but lyonnais, quand il regarde, il lève les yeux au ciel, qu'il laisse faire, c'était un petit peu tranquille. Pachao à gauche, est-ce que Pachao est prêt à 100% pour que son premier match soit titulaire contre le Real?
Mais après, j'ai envie de vous dire, le match d'après, est-ce qu'il est à 100% titulaire pour être contre le PSG? Ça va être un choix difficile à trancher pour De Zerbi. Après, c'est vrai que peut-être que Pachao, tu le fais jouer 60 minutes, et selon le contexte du match, tu peux faire entrer un Wea, tu peux faire entrer un Traoré. Ça peut être intéressant. C'est vrai que Pachao pour 60 minutes, tu peux tenter le coup. Tu peux tenter le coup. De toute façon, j'ai envie de dire, dans ce type de match, je pense que tu as besoin d'avoir des individualités comme ça un peu faux folles, de pouvoir avoir un Pachao qui déclenche à tout moment. On sait qu'il est allumé entrée de surface, que le Real laissera peut-être des petites opportunités dans cette zone, et que ce soit Greenwood ou lui, tu auras cette envie un petit peu de tirer de loin, et ça peut être une des clés de la rencontre. Timothy Weah, c'est difficile pour le moment. Il est envoyé partout pour compléter le 11. Je trouve aucune qualité forte à part galoper. C'est vrai que Timothy Weah, c'est. Voilà, il peut dépanner partout, sauf que, attention, c'est délicat. Mais pour moi, ouais, c'est ça. Weah, il a été recruté pour jouer à droite de base, mais Murillo fait le job. Est-ce que Weah, finalement, il attend pas son heure en tant que piston? Mais pour l'instant, en tant que. Ouais. C'est vrai que c'est vrai que 4 matchs, 4 postes différents. Ah non, mais moi, Weah, je pense qu'il aura son utilité dans un 11. Mais pour le moment, c'est vrai qu'il est envoyé à pas mal d'endroits différents, quoi. Ailier gauche, arrière gauche. Bon, là, ils mettent ailier gauche, mais c'est vrai qu'il a alterné dans plein de positions un petit peu différentes. C'est pas forcément simple de prendre ses repères. C'est comme ce que j'ai dit tout à l'heure pour Derené ou d'autres joueurs. Faut encore laisser un petit peu de temps à s'adapter. Et surtout dans cet OM-là qui a changé beaucoup de choses. Je sais pas si on se rend compte à quel point le 11 marseillais a bougé entre le dernier match à Lyon et celui-ci, quoi. Parce que 1, 2, 3, 4, 5... ouais, t'as 5-6 titulaires, 6, même avec Guéry. Tu vois, t'as changé beaucoup de choses. Et moi, je suis plutôt optimiste quand même avec cet effectif en Ligue 1. Je vous le disais, ce serait top 3 pour moi. Il n'y avait pas trop d'inquiétude, même si le début de saison était pas bon dans le jeu, était pas bon au niveau des résultats. L'OM a quand même doublé tous les postes. L'objectif, pour moi, vous le savez, c'est avec les champions et voir si l'OM va pouvoir faire bonne figure. J'y crois au top 24. Maintenant, il va falloir un peu plus... quel sera le 11 type de Zerbi? Je pense que la séquence qui va arriver pour l'OM va être assez intéressante, parce que je pense qu'il va essayer de tester pas mal de choses et de mettre en place peut-être le 11 qui va se dégager. Est-ce qu'il y aura peut-être aussi un 11 Ligue des Champions? On sait qu'il y a certains coachs qui aiment avoir leur 11 en LDC, peut-être avec un profil plus prudent, à l'image d'Angel Gomez potentiellement en 10, et d'avoir évidemment un peu plus d'offensif en Ligue 1. Mais ce qui est sûr, c'est que la séquence qui s'ouvre pour l'OM, est-ce que c'est un moment de vérité? Je suis pas sûr. Mais tu vas enchaîner Real, la réception du PSG, déplacement à Strasbourg et la réception de l'Ajax. On a envie de voir ce que ça donne. Le calendrier de l'enfer arrive, exactement. Ensuite, tu as ce match à Metz, puis après, tu as la trêve. Mais là, pour le coup, ça va être très intéressant de voir ce que vaut l'OM contre une top équipe européenne, contre le grand favori du championnat, contre une équipe qui va lutter pour l'Europe, et contre, évidemment, si tu veux te qualifier pour le tour suivant, tu es obligé pour moi de battre l'Ajax à domicile. L'Ajax est une équipe avec une très belle histoire. L'Ajax a une équipe avec des joueurs intéressants, comme Mika Götze, que j'ai vu faire de très très belles choses. L'Ajax a un bel effectif, mais au bout d'un moment, si tu vas aller plus loin, et puis encore une fois, on se repose sur ce qu'on a vu l'an passé avec Brest, Monaco, Lille, tout ça. On a vu des clubs français aller chercher des gros résultats contre du très gros morceau européen, mais aussi contre ce type d'équipe. Tu vois, par exemple, Brest qui tape le PSV. Si Brest a pu le faire contre le PSV, pour moi, il y a quand même... faut pas non plus arriver tête baissée et se dire que ça va être compliqué contre l'Ajax. Non, ils doivent le faire. À la maison en plus, ils doivent le faire. Donc ouais, c'est vrai que ce match contre Lorient, il faut relativiser certaines choses, mais tu sens, voilà, et pareil, le banc, tu vois, le banc quand même, Pachao, Mato-Railé, Vermeuren, Højbjerg, Emerson, Balerdi, Traoré, Aubameyang qui sont restés au repos, ça te laisse une très belle marge pour bosser... En Ligue 1, pour être compétitif en Ligue des Champions, quand d'autres sont à l'agonie. Toi, tu as quand même pu faire du beau mercato, donc ça va le faire, ouais. J'ai pas encore parlé du PSG Kleins, on va y arriver petit à petit. La gestion de la profondeur, si Alexander Arnold est aligné pour envoyer des passes en profondeur, c'est pas drôle. Ce sera un des défis. Ça sera un des défis très clairement, de voir comment Medina, Gerd, Pavard, Murillo, qui va le plus surveiller le kicks? Murillo qui a des belles capacités athlétiques. Est-ce que tu vas faire, on sait des fois tu as des possibilités individuelles, est-ce que tu vas mettre vraiment un mec focus sur le kicks? Ça va être pertinent de voir comment De Zerbi va aborder, parce que j'ai parlé de joueurs, j'ai parlé d'attente, mais c'est aussi évidemment De Zerbi qui va passer au révélateur.
On a dit beaucoup de choses sur le De Zerbisme, on n'est pas forcément totalement convaincu. On sent qu'il a envie de mettre en place un fil conducteur, mais que ça passe pas, et que t'as pas eu cette flamme, cette étincelle tout au long de la saison dernière, mais t'as quand même terminé en LDC, que cette saison t'as normalement fait un glow-up vu le mercato. Maintenant, il faut qu'on retrouve une patte dans le jeu, et sur ce genre de match, est-ce que De Zerbi va pouvoir aller chercher la Bellando? Ça va être intéressant, ouais, franchement, j'ai envie de voir ça, quoi. Après, il faut le temps de trouver des automatismes quand t'as 10 recrues comme ça. Ah, c'est sûr. Après, c'est le jeu du mercato extrême choisi par Longoria, Benassia, de faire un gros roulement d'effectifs. Tu dois aussi, tu sais à quoi t'attendre. C'est que tu changes à chaque fois 60% du visage de l'effectif pour prendre normalement un truc un peu plus fort, un peu plus costaud. Mais tu sais qu'en retour, bah, ça demande du temps. Et que, bah oui, évidemment, les gars qui sont entrés de trêve internationale ou qui découvrent l'effectif comme Medina, Pachao qui était blessé, ça va être, ouais, ça va être intéressant de voir ça. Et côté de l'orienté, parce que je me suis pas arrêté trop là-dessus, c'est dur. C'est dur. Il y a quand même, tu vois, des joueurs intéressants. Tu vois, dans les prises de balles, Noah Kadi au milieu de terrain, c'est pas mal. Abergel, tu sens qu'en Ligue 1, ça peut le faire. Le petit Karim Derman, franchement, qui te remue pas mal de choses, qui est vraiment, lui, pour le coup, un joueur à suivre. Bon, il fait pas 1m93, hein, c'est beaucoup plus petit. Je pense que Transfermarkt a pété, a pété un câble. Mais en vrai de vrai, il y a quand même un truc à construire autour de ça, mais tu sens que ça va être trop faible défensivement. Tu sens qu'au niveau de l'attaque, ça va pas assez peser. Donc attention à Lorient, je les vois quand même dans le dur, quoi. Je le vois dans le dur. En vrai, Scipion, ces deux matchs qui arrivent, je veux qu'on ait aucun regret. Je pense que ça va être ça le credo, l'envie de l'OM, c'est ne pas sortir avec des regrets, oui et non. Enfin, c'est comme d'hab, à chaque fois, tu as envie d'être optimiste. Là, tu vois, tu as le PSG qui va arriver avec je ne sais combien de blessés. Tu sais que tu vas dire, allez, on y croit, on y croit. Et puis, paf, tu vas voir Barcola partir à la 15e minute en profondeur, mettre le 2-0, et tu vas voir ton monde t'effondrer. Alors que normalement, bon, tu dois être à la hauteur du rendez-vous. Si tu perds, bah, tu seras, quoi qu'il arrive, contre un 11 qui sera plus fort que toi. Faut le dire, le 11 du Real est meilleur que celui de l'OM. Le 11 du PSG est meilleur que celui le 11 du PSG est meilleur que celui de l'OM. J'espère que j'apprends rien à personne. Mais c'est aussi, si tu vois, si tu es dans un esprit de progrès, cet OM doit être capable de montrer de bien meilleures choses dans ce type de rendez-vous. On continue, les amis, avec le petit Nice-Nantes. Et honnêtement, le Nice-Nantes, là, du samedi 17h15, qui était pas dingue sur le papier, bah en vrai de vrai, j'ai trouvé que c'était un match plaisant à suivre. Tout n'est pas parfait, mais franchement, dans l'envie, Nice est pas mal. Nantes, ça manque encore une fois de... Qu'est-ce qui peut manquer à Nantes? Nantes, ça me déçoit, ouais. J'ai envie de leur laisser du temps encore à Nantes, à Castro. Mais ce qui est sûr, c'est que quand je vois que Rennes arrive, ça va être... Tu vas peut-être aussi, au bout d'un moment, ne pas pouvoir être éternellement patient. Et je suis désolé, mais ça va être dur. C'était très moyen, Pipion. Bon, est-ce que tu parles de Nantes ou du match? Parce qu'en vrai, je trouve que Nice a mis beaucoup d'envie. Que c'était vraiment un match qui m'a, je ne vais pas dire réconcilié avec Nice. Mais dans leur contexte, même si on va voir que Nice, pour le coup, là, c'est vraiment les Hunger Games qui s'ouvrent. Je trouve qu'ils ont quand même 2-3 valeurs sûres. Et notamment, je vois que dans le chat, ça parle de Charles Van Hout. Et je suis bien content de voir que vous mettez en avant ce joueur, parce que je l'avais dit, attention, c'était la sentinelle désirée par Francaise qui arrivait en fin de mercato. C'était le joueur qui voulait pour stabiliser son milieu de terrain, comme ça avait été le cas avec Santa Maria l'hiver dernier, même si tout n'avait pas été incroyable avec Santa Maria. Et pour le coup, il est vraiment allé chercher peut-être le joueur qui manquait pour lier son collectif. Et Charles Van Hout, bah, je sais que les Belges en disaient beaucoup de bien. Il a été convoqué pour la première fois avec Rudy Garcia. Franchement, vrai bon joueur d'équilibre, très intéressant. La passe pour Boga. Donc franchement, ça donne envie pour la suite. Franchement, je trouve que cet effectif niçois, même si tu auras des trous à quelques endroits, bah, en vrai de vrai, Yen Van Diouf, gardien fiable de Ligue 1. Pepra Opong, il a fait un bon match. Tu sens que ça peut être encore tendre, dégoupillé à chaque instant, mais le profil est quand même pas mal. Dante, le match qu'il fait encore à son âge, Dante, je sais pas ce qu'on peut trouver encore comme superlatif, mais c'est assez fou. 41 ans de retour de blessure, c'est toujours aussi propre. Djoumaba, gros potentiel, il va bien s'implanter. Le milieu de terrain, Boudaoui, Van Hout, ça tombe très très bien. Jérémy Boga,
Et ça, si on retrouve le fameux Boga de Sassuolo, qu'on a eu par intermittence, un joueur capable de marquer des buts contre Monaco, avoir des coups d'éclat, mais pas être ce joueur décisif et surtout fiable dans la durée, si Boga trouve enfin le rythme, si Boga est épargné par les blessures, si tu as un offensif comme lui dans une équipe de Nice qui a besoin d'avoir ce type d'artiste d'étincelle, Boga, ça peut te changer un petit peu la donne. Klaus Bard, c'est en piston, c'est très très bien. Kevin Carlos, je suis pas encore convaincu, on va lui laisser du temps. Sofiane Diop, il a fait un bon match, il a touché le poteau, c'est un joueur qui paraît peut découper quelque chose. T'as Duban qui commence à arriver avec Sanson, Mofi, Louché, Johnson, Gouvéa qui sont entrés. T'as laissé sur le banc notamment Antoine Mendy et Saleh Sabdou-Samen. Le seul truc pour moi qui m'inquiète Nice, c'est que t'as une bonne base. Mais là, encore une fois, le calendrier qui arrive, il va être démentiel, quoi. Parce que bon, t'as le déplacement à Brest qui a la tête sous l'eau week-end prochain. Sinon, après, tu fais Roma, Paris FC, Fenerbahçe, Monaco, Lyon, Celta Vigo. Tu vas à Rennes, tu reçois Lille, tu vas au Parc. Même si au Parc, tu réussis plutôt bien ces dernières années, donc pourquoi pas. Ensuite, tu reçois Fribourg, tu vas à Metz, tu reçois Marseille, tu vas à Porto, ça en finit jamais. Hein. Franchement, là, l'automne, il va être long pour les Niçois. En plus, il y a bientôt les retours de Bambito Ndombele. Peut-être que, moi je l'ai dit pour moi, Nice, il y a un gros calendrier. L'effectif n'est peut-être pas complet à 100%. Mais Nice, il y a 2-3 matchs en Coupe d'Europe. Ils font pas les cons, bon déjà en fait, forcément si après la séquence Roma, Fenerbahçe, Celta Vigo, Fribourg, tu sors avec 1 point, voire 0, oui t'auras le moral à 0 et peut-être que tu vas bazarder. Mais voilà, t'as quand même un match de prestige contre la Roma à la maison. Fenerbahçe, Celta Vigo, ça va être dur, mais tu peux pas ramener un point. Après Fribourg, t'es à la maison. Tu vois, si tu sors avec une victoire, après, ça arrêterait, t'as Porto, t'as Braga. T'as Godigus, t'as Ludogorets. En fait, la fin de calendrier, elle est abordable, je trouve. Même si, évidemment, on sait que Nice a du mal en Europe. C'est sûr que les 5 premières journées, c'est un peu un enfer, quoi. En fait, j'ai peur que s'ils perdent beaucoup de ces matchs, s'ils ne prennent pas de points, tu vois, ils laissent tomber. Alors que pour moi, il y a la place. Il y a la place d'y croire. Faut être optimiste dans la vie. Et Francaise me donne envie d'y croire. Vous savez qu'une de mes prédictions par rapport à l'été difficile, par rapport à la claque subie en qualification contre Benfica, par rapport aussi à la mentalité d'Ineos qui délaisse totalement le club pour se concentrer sur United, avec le succès qu'on connaît, j'avais peur que Francaise lâche l'affaire. Et il a prolongé. Ça, je trouve que c'est une très très bonne nouvelle pour Nice, déjà dans l'aspect stabilité. Tu sais que tu as un coach qui va pas te lâcher, donc si je me suis trompé, bah, vous savez quoi, moi j'ai pas de mal à le reconnaître, mais à coup pas. Moi je le dis, hein, je pensais que pour Nice, ça va être une saison difficile. Je sais que certains avaient dit que il serait pas à la lutte pour l'Europe. Moi je les vois quand même à la lutte pour cette 6e, 7e place. Ils ont quand même 2-3 joueurs qui peuvent faire la différence et ils ont un peu de profondeur de banc cette fois-ci. Encore une fois, si les blessures, ça tient la route, s'il n'y a pas trop de casse à l'infirmerie. Mais ce Nice-là, franchement, dans l'envie, le match contre Nantes, je me suis dit ok. Ils ont testé, ils ont envoyé, tu vois, 19 tirs, 8 cadrés, pas mal de possessions. Franchement, le match, il était vraiment plaisant à voir de leur part. Et tu peux essayer de construire quelque chose. En face, côté nantais, quelqu'un a dit que le Comboiré Ball est toujours dans les têtes. C'est dur. C'est dur. Je peux comprendre parce que le match contre Auxerre, j'ai eu cette impression. Celui-ci aussi. Je sais pas à quel point Castro va pouvoir bouger ça. Est-ce que finalement t'as pas besoin aussi d'un match contre Rennes, un derby, d'être dans le dur, d'avoir que 3 points après 4 journées, d'être un peu dos au mur, même si encore une fois tes débuts de saison, on sait que pour Nantes, le plus important, ce sera de remporter tes matchs contre Angers, contre Le Havre, contre Metz, contre Lorient, tout ça. Nantes a quand même eu un calendrier où tu te dis qu'ils ont fait Strasbourg et Nice à l'extérieur et le PSG à domicile. Tu vois, c'est pas évident. Mais ce qui est sûr, c'est que on a des bribes de choses intéressantes, mais que l'ensemble, tu sens que ouais, les joueurs, ils n'ont pas envie, les joueurs sont encore traumatisés. Les joueurs, en fait, pour changer de logiciel, Castro va avoir besoin de temps. Est-ce que tu vas pas avoir une course contre la montre qui va s'engager à partir du moment où il va perdre un petit peu trop de matchs? J'espère pas pour lui, parce que c'est un coach, encore une fois, que j'apprécie, que je trouve pas mal du tout. Dans les intentions, dans la construction. À voir. Mais oui, Ablin, qui évidemment, c'est bon, le transfert, hop, on a rayé ça sur l'agenda, il va rester à Nantes. Est-ce qu'un Ablin de nouveau concentré à 100%, ça peut aussi changer ta donne? Et tu vois, un Rennes qui est pas impérial,
Tu vois, c'est un adversaire idéal pour Nantes, je trouve, pour essayer de se relancer. J'ai envie d'y croire, mais ce qui est sûr, c'est que on va les attendre au tournant. Il y a des joueurs, après, c'est ça, c'est que même en faisant un gros tri, parce que tu as fait un tri de tous ces joueurs qui t'ont amené pour les bonnes et mauvaises raisons à cette place-là, parce que quand je dis bonne, tu vois, il y a des joueurs qui ont un vrai talent, comme Simon, comme Douglas Augusto, ou voire Zézé. T'en as d'autres, par contre, tu sens que voilà, tu devais un petit peu couper le fil à l'image de Castelletto. Là, pour le coup, t'as fait beaucoup de changements quand même. Hein. Tu vois, t'as Benatam, Ong, Mwanga, Tati, Awaziem qui n'étaient pas là. Bon, après, t'as encore des joueurs qui sont peut-être un petit peu limités comme Koza. Ça va prendre du temps à Nantes. Je pense que la greffe, pour qu'on voit vraiment la patte Luis Castro, ça va être difficile. C'est pas évident pour lui. À Dunkerque, il avait su trouver la bonne formule en cours de saison quand il est arrivé. Là, pour le coup, ouais, c'est vrai que les deux latéraux sont pas fous. Ouais, c'est vrai que quand t'es deux latéraux, quand tu peux voir peut-être ce qui se fait par rapport à d'autres équipes, et je parle même d'autres équipes dans le championnat que Nantes affronte, à l'image du Havre, je pense à Fodé Doucouré ou Zouaoui. Tu vois, Zouaoui, Doucouré, ça place tous les jours dans ce Nantes-là. Donc au bout d'un moment, oui, les latéraux, s'ils sont trop limités, peut-être faudra faire des choix. Et ouais, moi je pensais qu'il fallait recruter là-dessus encore plus. T'as une enveloppe qui est limitée, c'est difficile. Eh bien écoute Simon, je te souhaite un très joyeux anniversaire, merci d'être présent à plus de minuit sur ce stream pour fêter ça. Profite bien de ta journée et de ta soirée, j'espère que ça se passera bien. Joyeux anniversaire l'ami. Ouais, c'est vrai que Koza, je trouve que c'est dur. Amiens, c'était pas si mal sur les premières journées, donc Amiens, je lui donne encore un tout petit peu de crédit. Je peux comprendre que Ninor soit remonté, mais voilà, si je devais en sauver un, je parlerais plus d'Amiens que de Koza. Mais sinon, non, tu vois, t'as Lopez aussi qui encore te sort pas mal d'arrêts. Lopez qui te fait un gros match. Lui, pour le coup, Lopez, c'est quand même un beau retournement de situation en sa carrière parce qu'à Lyon, il était sur la pente descendante, il avait perdu sa place. Il boudait aussi, on peut comprendre, hein, c'est un certain statut. Mais Lopez, en vrai, franchement, c'est un des meilleurs gardiens du championnat. Faut le dire, hein, sur ce début de saison, il est très très bon. Il t'apporte une vraie sérénité. Et on retrouve le Lopez explosif de la fin, de ses débuts justement à l'OL. Franchement, Lopez est agréablement surpris. Un joueur qui fait beaucoup de bonnes choses. Et non, juste pour revenir, c'est vrai que Nice, le double pivot Boudaoui-Van Hout, je suis très très emballé. Van Hout, joueur à suivre. Je suis bien content de l'avoir sécurisé dans 2-3 ligues MPG parce qu'il me fait du bien. Et surtout, il fait du bien à cette équipe niçoise. Et on verra, prochain match, tu vas à Brest. Tu vas arriver à Brest avec plus de certitude que ton adversaire. Donc ça peut être pas mal, ouais, cette histoire. On enchaîne, les amis, avec ce Auxerre Monaco. Défaite de la GIA qui a montré beaucoup de bonnes choses. Défaite dure à avaler. Un match qui n'était pas forcément parfait sur tous les aspects. Mais j'ai bien aimé, honnêtement, l'envie de la GIA, qui a perdu du monde cet été, on le rappelle. Djoubal, Perrin, Traoré. Mais j'ai trouvé quand même que c'était pas mal du tout. Kevin Danois, merci d'en parler d'ouf, parce que Kevin Danois a crevé l'écran. Encore une fois, on savait que Kevin Danois était un excellent joueur dans les courses, dans la répétition des efforts, dans le travail au milieu de terrain. Mais Kevin Danois, qui rajoute désormais une espèce de palette de passes et vraiment de qualité technique supérieure. Super joueur. Kevin Danois, on sait tous qu'il partira cet été, enfin l'été 2026, pour un très beau club. Je sais qu'il y avait déjà des offres cet été, que la GIA a réussi à le garder aussi avec Clément Akpa qui est blessé malheureusement, qui n'était pas là contre Monaco. Mais du coup, tu te dis que... Là par contre, c'est vrai qu'Auxerre, tu te rends compte, ça peut être difficile parce que toute la défense a changé. L'an dernier, tu avais Ocho, Djoubal, Diomandé. Là, tu as dû composer avec une défense Senaya, Siwe, Mensa, piston de base qui a été replacé dans l'axe. Donc pas évident du tout. Mais ouais, l'absence de Sinistera a fait du mal. Ça, je suis bien d'accord avec toi. Danois a envoyé plusieurs galettes à Sinayoko qui n'a pas converti. Mais Sinayoko, vraiment pareil, c'est toujours le même débat. Est-ce que je lui en veux parce qu'il concrétise pas? Mais après, c'est un joueur qui a un statut un peu différent en Ligue 1 ces derniers temps. Donc ouais, on peut avoir quelques regrets. Oui, Sinistera, je sais pas pourquoi, c'est Siralta. Je me suis fait avoir par le chat. JP Flaco, Sinistera, c'est l'ailier néerlandais, non, qui joue à Leeds de mémoire.
ou ailier qui vient des Pays-Bas, qui joue à Leeds. C'est vrai que je me suis fait avoir. Criminels sont un contrat à Sissoko. Ouais, c'est ça, et justement, Sissoko. Je préférerais toujours un attaquant qui se procure les occasions, mais là, pour le coup, Sissoko n'a pas le droit de gâcher ça quand son équipe a besoin de ça. Difficile pour Auxerre parce que le début de saison, finalement, en termes de points, t'es à 3 points sur 12. T'es pas récompensé. Tu sens qu'il va y avoir des manques, mais ce 11-là, il y a quand même des joueurs qui vont pouvoir. Pour moi, je le dis, je suis pas inquiet pour la zone rouge du côté de la GIA. Il y a des joueurs qui sont supérieurs à ce que tu peux retrouver dans d'autres équipes et qui vont te sauver à un moment ou à un autre. Là, c'était pas le moment de Sissoko, mais on le sait que Sissoko, dans certaines rencontres, il va pouvoir te débloquer ça. Mara, certains ont trouvé son match limité. Moi, je lui laisse encore une fois le temps d'adaptation. Mara, faut pas oublier que c'est un joueur qui est parti trop tôt en Angleterre, qui a eu un rôle de doublure à Strasbourg et qui a été un petit peu dans l'ombre des mégas. Mais Mara, si tu réussis à le relancer, ça peut être vraiment un beau coup. Ça va peut-être prendre du temps, mais l'association de faire tourner Namaso, Sissoko derrière lui, je trouve qu'elle est pas mal du tout. Il faut que ça prenne. Il faut laisser un petit peu de temps. C'est vrai qu'on a beaucoup de joueurs finalement qui se sont faits sur la fin. Techniquement, c'est propre la GIA. Ouais, c'est vrai que c'est une équipe qui est... Déjà l'an dernier, je crois que c'était intéressant, notamment dans leur aspect de faire des gros coups contre les grosses équipes du championnat, savoir déjouer certains plans, leur faire mal en contre en transition, parce que tu avais les joueurs pour le faire. Le trio Perrin, Traoré, Sissoko, je me répète, mais c'était très très fort à l'échelle de la GIA. Je peux comprendre que tu aies pas mal de regrets, mais voilà, la réalité économique de la GIA, c'est que Perrin, Djoubal, tout ça, tu es obligé de le vendre. Ahmed Junior Traoré, tu peux pas le garder, donc tu es obligé de te renouveler. Et oui, peut-être que la GIA sera moins haut que l'an passé, mais je pense que par contre, ils vont pouvoir faire aussi de temps en temps des petits coups. Et c'est une équipe qui sera jamais simple à jouer. C'est une équipe qui aura toujours la belle envie. Donc, il faudra surveiller ça. J'espère tellement que l'OM se penchera sur Kevin Danois. Il n'a rien à faire à Auxerre. Alors, écoute, Kevin Danois, alors, il aurait pu partir cet été. Mais Kevin Danois, j'oublie pas qu'il a été absent quelques semaines. Il a une petite blessure assez embêtante. Moi, je trouve bien que pour avoir une Ligue 1 compétitive à tous les étages, que tu vois une répartition des talents et que Danois reste à Auxerre parce que c'est un super joueur, je trouve ça bien, comme le fait que Sissoko reste là-bas aussi. Tu vois, ça permet un petit peu d'élever le niveau homogène de ton championnat. Pour le coup, Danois, ouais, je pense qu'il partira l'été prochain, il faut qu'il choisisse le bon club, mais ouais, c'est un joueur, tu vois, par exemple, oui, si je me dis qu'il va à Francfort pour 25 millions, oui, j'y crois. J'aimerais bien aussi, oui, forcément, qu'il y ait un club de Ligue 1 qui le garde. Dans l'équipe en face, il n'aurait pas fait tâche, hein, même si c'est vrai que le petit Bamba au milieu de terrain, on va commencer à parler de Monaco, a été pas trop mal. Je trouve que c'est assez intéressant. Ouais, justement, tu me demandes son avis sur lui, Lewis. Je trouve que c'est vraiment un joueur qui a, dans l'activité, qui a un vrai bon petit truc. Zaka, d'ailleurs, dans son interview de fin, dans son interview sur Ligue 1+, a souligné son bon rôle. Et c'est un choix de la part des dirigeants de la SM, de Thiago Scuro, d'Adi Hutter, du board monégasque, de ne pas recruter de milieu supplémentaire. Pourtant, tu as eu le départ de Magassa. Pogba, c'est toujours la big interrogation, mais tu as envie de faire confiance à certains jeunes du centre comme Bamba. Il faut assumer ce choix. Ils le font en mettant Bamba titulaire dès ce match-là contre Auxerre, en reposant Camara qui a joué avec le Sénégal. Donc j'ai envie de dire pourquoi pas. Si ça permet cette situation qui finalement reflète pas mal de cas du foot français, d'avoir de plus en plus de jeunes, ouais, ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant pour surtout ces espoirs du foot français qui auront du temps de jeu, qui auront des opportunités à saisir. Certains, et on va en parler tout à l'heure avec notamment Ibrahim Mbaye. Ibrahim Mbaye, c'est très très jeune, c'est 2008. C'est au sein d'une équipe du Paris Saint-Germain qui a gagné avec des champions. Tu sens que le gap de niveau est trop haut. Mais voilà, c'est un choix de la part de Luis Enrique, par exemple, de ne pas recruter plus. On va en parler après. Hein. Mais Mbaye, tu vois, il a du temps de jeu. T'as des joueurs qui auraient peut-être pas eu du temps de jeu dans une équipe où t'aurais eu des droits à télé pour tout le monde, t'aurais eu du beau ruissellement, ou t'aurais pas eu la crise. Là, pour le coup, à Bamba, il y a quelques années, il aurait été 7ème, 8ème de la hiérarchie. Son seul temps de jeu, ça aurait été un 32ème de finale contre Tourcoing en Coupe de France, quoi. Ça aurait été ça, son destin. Là, pour le coup, peut-être que Bamba, on va lui donner un peu plus d'opportunités. Et pourtant, tu vois, un premier match
titulaire à la Baie des Champs, c'est pas un cadeau, il s'en est bien sorti, je trouve. Ouais, forcément, vous vouliez qu'on parle de Monaco, c'est encore inconstant, mais c'est un peu comme Strasbourg, c'est peut-être aussi la marque, entre guillemets, peut-être pas des grandes équipes, mais des équipes européennes du championnat, à savoir être réaliste, ne pas être parfaite dans le jeu, mais assumer leur statut et réussir à gagner. C'est voilà, Monaco a pu compter sur un Georges Enikena dont on attend beaucoup de choses parce que lui aussi c'est très jeune, 2006, et il faut qu'il prenne aussi son envol. Tu vois, tu as Paris Brunner qui a joué, tu as aussi Mamadou Koulibaly. Tu vois, tu as fait confiance à certains jeunes qui ont été relancés par Adi Hutter. Pourquoi pas aussi avoir un groupe restreint et faire confiance à ce groupe élite. On sait que ça a été la volonté d'Adi Hutter, donc à voir. Tu as compris pourquoi ils ont changé les 4 titulaires en défense. Je me demande si c'est pas une histoire de temps de jeu, de préparation de la Ligue des Champions. Tu as un premier match à Bruges qui peut te mettre très très bien si tu gagnes déjà. Peut-être aussi revoir certains joueurs. Salissou que tu as très peu vu, Kerrer aussi qui était resté sur le banc, Ouattara. Je pense qu'il a envie de faire une belle revue d'effectifs à 10 Hutter pour se dire sur qui je peux compter et qui finalement va pas être un foudre de guerre, quoi. C'est quand même violent les 4 d'un coup. Ouais, c'est vrai que c'est pas courant par contre de changer tes 4 défenseurs, surtout que tu vois, Thésée, d'ailleurs, tu vois, pour moi ça fait partie un petit peu des indiscutables. Caio Henrique avec son pied gauche, tout ça. Mais oui, Salissou, c'est quand même une faute professionnelle de contre son camp. À ce niveau, il doit être capable de défendre. Ouais, je suis d'accord avec toi, ça aussi, je trouvais ça un petit peu inquiétant. Donc on va voir pour ce Monaco. Quelqu'un demandait l'association Biarrette-Balogun. Biarrette, c'était pas évident le début de saison, faut qu'on se le dise. Il est impliqué sur quelques buts, mais on sait que pour Biarrette, évidemment, il faut qu'on voit plus de stats. Dans le jeu, c'est pas évident non plus, mais voilà, c'est peut-être aussi l'histoire de se remettre dedans. Il fera ses stats, il fera ses buts, je suis pas trop inquiet. Une association avec Balogun, est-ce que c'est le plus parlant? À voir, mais j'aime bien quand même avoir cette possibilité d'avoir une équipe monégasque. De toute façon, je pense que la configuration de match l'imposait quand tu vas te déplacer, tu vois, 68% de possession contre la GIA, qui est une équipe qui évolue beaucoup en transition en contre. T'as 3 centraux, est-ce que c'est pas mieux, tu vois, de mettre 2 attaquants? Je peux comprendre l'idée d'Adi Hutter sur ce coup-là. Après, c'est vrai que c'est peut-être pas le plus complémentaire. C'est vrai. Mbolo, on peut lui reprocher beaucoup de choses, mais Mbolo, si Biarrette a bien marché lors de son arrivée l'hiver dernier, c'est parce qu'Mbolo, il faisait le déménageur. Est-ce que Balogun peut occuper ce registre-là? Je suis pas sûr. Balogun, pour moi, c'est plus un attaquant de rupture, quoi. Et après, peut-être qu'à 10 Hutter, il est demande de faire ça, et que Balogun, pour l'instant, c'est peut-être un peu plus compliqué, quoi. Je pense qu'Hutter teste en fonction des états de forme du moment. Il n'y a pas beaucoup de titulaires indiscutables en ce moment. C'est vrai. Je pense que ça doit être ça aussi la volonté de ce coach. Après un mercato où tu as fait partir beaucoup de monde, pas mal de profondeur de banc, c'est peut-être finalement avec ce groupe restreint. Et après, en fait, Monaco va vraiment bien enchaîner. Donc je pense qu'on n'aura pas un 11 fixe à l'ASM sur pas mal de temps. Après, tu vois, tu as quand même un calendrier qui est intéressant pour Monaco parce que tu vas à Bruges, tu reçois Metz, tu vas à Lorient, tu reçois City. Et ensuite, tu reçois Nice, tu as la trêve. Tu vois, je trouve que le calendrier de Monaco, il est plus flexible que d'autres. Même si tu as des gros matchs, si tu as de l'enjeu partout, parce que c'est le cas à chaque fois, mais quand tu vois d'autres qui font vraiment un marathon inédit, là, je trouve que Monaco, tu as plus de possibilités, tu vois. Même après la trêve, bon, tu as Tottenham qui arrive, mais sinon tu fais Angers, Toulouse, Nantes, le Paris FC. C'est pour ça que Monaco, pour moi, même si on n'est pas satisfait du contenu, même si on a toujours des choses à redire, ils seront top 3 parce qu'ils ont 2-3 joueurs qui ont un truc en plus par rapport à d'autres. Je pense forcément à Kliouche, mais là pour le coup le calendrier il va bien tourner en leur faveur, je pense. On enchaîne les amis, on enchaîne justement avec peut-être une des équipes qui va concurrencer ce fameux trio qu'on a lancé. Après, moi vous le savez, le LOSC, je les ai mis 4e. Je suis plutôt content d'avoir senti ça parce que le LOSC, même si on sait que le mercato a mis du temps à se finaliser pour le neuf, pour les pistes en défense, Lille a quand même un effectif qui est vraiment de très très belle qualité et ça se ressent sur pas mal de choses à l'image finalement de tes remplaçants. Puisque Ben Taleb marque le penalty qui est obtenu par Igaman et Sahraoui fait la passe décisive pour Mbappé qui met le but de la victoire. Donc chapeau. La victoire est quand même pas méritée du tout contre Toulouse. Alors, je vous le dis, c'est un match qui a provoqué beaucoup de
de tension, beaucoup voilà, de débats, avec des fois des termes pas très jolis. Toulouse aurait pu repartir avec un point, mais en même temps, Lille allait chercher sa victoire. En fait, Lille, jusqu'à l'entrée de la surface, jusqu'au but de reste, je trouvais que c'était quand même intéressant dans le jeu, que tu avais beaucoup de séquences dans le contenu qui étaient vraiment pertinentes, qui étaient pas mal du tout. Je trouvais que ça jouait, ça manquait un tout petit peu de finition, avec, tu vois, Giroud, Muko, il a une occasion en or, et si Muko la met, c'est pas loin d'être le but collectif du week-end. Donc, tu vois, je trouve que Lille a proposé de belles choses. Après, Toulouse a été malin d'ouvrir le score. Toulouse aurait pu, tu vois, faire repartir avec les 3 points. Et on s'était dit, bon, bah, c'est finalement Lille qui a manqué un petit peu de réussite, d'efficacité. Alors, on était à 12 frappes à 0 à première mi-temps. C'est comme d'hab. Il faut aller pour moi au-delà des stats. Je l'ai dit, l'occasion de Muko, elle est en or. T'en as 2-3 autres, hein, comme Giroud, Boadi. D'ailleurs, au passage, j'aime beaucoup le registre de Boadi, un peu plus offensif cette saison, qui est vraiment pas mal, qui est plus proche, je trouve, de la zone de vérité. Et il a l'air de vouloir prendre ses responsabilités. À son âge, c'est pas mal du tout. Mais sinon, non, tu vois, sur les 12 tirs en première période, je trouve que Lille n'a pas eu 12 occasions dangereuses. Donc je relativise ça. Après, ils sont allés chercher cette victoire parce que je dis, bah, ils ont un vrai beau banc. Et quelqu'un m'a dit, qu'est-ce que tu dis, c'est pas un beau banc pour une équipe de Ligue 1. Non, franchement, pour le LOSC, à l'échelle d'une équipe qui est européenne et qui va chercher, je pense, encore une fois, qui va chasser ce top 4, quand tu fais rentrer Bentaleb, Mbappé, Sarawi, Mbemba, Igaman, Thiago Santos, Verdonk, t'as André Gomes et t'as aussi du monde qui était absent comme Haraldsson qui est pas loin d'être le meilleur Lillois sur le début de saison, que t'as aussi Broholm qui était pas là, t'as du monde, hein, encore à Lille en réserve. Non, franchement, je trouve que le banc, et c'était l'objectif aussi, je pense, de l'étang, c'était de pouvoir donner à Genesio 2 équipes, et je pense qu'il les a. Ouais, Ngoy monstrueux. Ah ouais, Ngoy, non mais t'imagines l'enchaînement de gros centraux qu'a eu Lille, faut qu'on en parle, hein, parce que Lille est quand même a quand même connu en l'espace de 5 ans Gabriel, Botman, Diakité, José Fonte qui a été un vétéran et un très bon joueur, Alexandro qui a rejoint la sélection brésilienne, maintenant Ngoy. Franchement, la cellule de recrutement lilloise, là-dessus, elle se trompe rarement, et même tu vois, au global, Yoro, bah, tu vois, je savais que j'en avais oublié un, après Yoro est formé au club, donc c'est pas forcément un cellule de recrutement, mais le développement des centres lillois, c'est vraiment chapeau. Et même au global, sur tous les joueurs, je le redis. T'as aussi une erreur sur Mohamed Bayo, le fameux mercato hivernal avec Illich, Moraes, Fernandez, tout ça. Mais sinon, franchement, Lille, à 85-90%, ils sentent bien les coups sur le mercato, ils se trompent rarement, quand d'autres, leur taux de réussite sur le marché transfert, elle est même pas à la moitié, quoi. Donc ça fait la différence aussi pour s'en sortir. Et c'est pour ça que je savais que ce LOSC-là allait être embêtant pour pas mal de monde, parce que tu as des joueurs, déjà en fait, tu as vraiment l'équilibre, le mélange qui est idéal. Tu as de l'expérience avec Mandy, Perrault, André, Giroud. Tu as des joueurs que tu as recrutés, que tu vas pouvoir développer, prendre le temps, à l'image de Félix Correa, Dengoy, même Berkeo Cage. T'as des joueurs qui étaient déjà là, qui sont des gros talents et qui vont voir un peu plus exploser. Ngala et Muko, Fernandez Pardo, Boadi, bien sûr, puis Alexandro, où tu te dis que défenseur central, international brésilien, qui avait été approché notamment par des clubs saoudiens. Je pense que l'étang a déjà budgétisé sa vente parce qu'on sait que Lille doit vendre chaque année. Non, franchement, ça va être fort, quoi. Nos recrues sont soit fantastiques, soit catastrophiques, il n'y a pas de juste milieu. C'est vrai que tu peux te dire ça, mais non, tu as une belle marge. Après, oui, le contenu était parfois brouillon, oui, tu as manqué de réussite, mais tu es allé chercher cette victoire, tu as eu ce brin de folie. Alors, certains vont dire, on parle beaucoup d'arbitrage, hein, le carton rouge pour moi de Vossa y est parce que le truc est pas maîtrisé, il y a le geste et tout, il est méchant. Le penalty, c'est toujours la même chose parce qu'il a 1 mètre du tir, ça va très très vite, mais le bras est décollé et c'est la règle malheureusement. Je peux comprendre qu'il y ait beaucoup de frustration côté toulousain. La frustration, elle peut peut-être se situer au niveau de l'occasion de Donoum à 2-0, quoi. C'est ça, ouais. Ça, je suis
Je suis totalement d'accord avec toi. Ngoy, il y a un monde, il part pour 100 millions l'été prochain avec la Coupe du Monde. Ouais, c'est vrai que peut-être pas 100 millions, même si on sait qu'il y a une grosse inflation sur le marché des transferts. Mais Ngoy, si Rudy Garcia il voit ce qui se passe à Lille, ce qui est sûr, c'est qu'il y a des postes des fois à prendre, au moins tu vois, dans la hiérarchie en tant que quatrième défenseur. Pourquoi pas pour Ngoy le faire, quoi. Igaman, l'entrée est bof, mais je pense que sa première action ratée l'a tué psychologiquement. Ouais, c'est vrai que l'entrée d'Igaman, et je l'avais dit dans mon tweet, les 4 remplaçants sont impliqués. Ça veut pas dire que les 4 remplaçants ont fait une bonne entrée. Parce que si t'es perfectible, Mbappé, tout n'est pas bien réussi au niveau des duels. Igaman, il rate beaucoup de choses. Parce que je pense qu'il y avait cette première à domicile qui, bon, il surfait sur une très très belle vague. Hein. Les buts avec le Maroc, le doublé, l'entrée fantastique à Lorient. Peut-être que voilà, il s'est dit, hop, acquis pour acquis. Bon, ah, voilà, je vais surfer sur le truc. Et finalement, il se rend compte, Yaman, qu'il y a encore pas mal de choses à prouver. L'entrée est peut-être un peu fainéante, mais tu vois, il est quand même impliqué sur un but. Et surtout, il est plein d'envie, plein de générosité, ce garçon. Il va te rater des trucs, Igaman, mais il y a quand même un truc à construire avec lui. Et bon, après, tu as aussi une association avec Giroud qui était peut-être pas évidente à trouver sur le papier. Comment tu fais pour construire ça? Et évidemment, tu dis Giroud, tu as Egaman qui va tourner autour de lui, mais c'est aussi des automatismes et des repères à prendre. Mais voilà, Lille est allé chercher sa victoire au forceps. Ça n'a pas été évident. C'est pas le match le plus abouti du LOSC. Il y aura des meilleures copies. Mais en attendant, bah, tu es deuxième de Ligue 1 avec ce rôle-là, quoi. Ouais, c'est ça, Egaman, il est rentré en 10, donc il était même un peu plus reculé. Je pense que voilà, on a vu que contre Lorient, il y avait une qualité de passe qui était très intéressante, donc je pense que Genesio et son staff ont voulu s'appuyer là-dessus. C'était peut-être pas parfait, mais là, tu vas arriver contre Lens, c'est vrai que ça va être intéressant, hein, ce fameux derby. D'ailleurs, samedi soir, ça c'est pas mal, réservé au samedi soir, ça va être sympathique. Et le jeudi, ensuite, t'enchaînes avec le premier match d'Europa League contre Brann. T'as la réception de l'OL le dimanche. L'OL qui aura aussi un match européen. Ensuite, tu vas à Rome. Et avant la trêve, tu reçois le PSG. T'as 3 très beaux matchs de Ligue 1 quand même qui arrivent. Hein. Lens, Lyon, le PSG. Un derby. Et je pense une équipe qui va être concurrente. Peut-être pas pour la LDC, mais une équipe qui fera partie du wagon pour l'Europe. T'as l'OL. Et t'as le PSG. Franchement, ça va être très sympa ce match-là. Ouais, je pense qu'on a à peu près tout dit sur cette rencontre. Après, bah, côté toulousain, c'est vrai que t'as Magri qui est quand même qui marque. T'as Agbo qui a été intermittent. Encore une fois, c'est le beau que j'aime pas trop parce que c'est un joueur que j'apprécie énormément et j'ai envie de le voir un peu plus constant sur 90 minutes. Mais il est impliqué sur ce but-là. T'as Donoum qui est vraiment une des plus belles transformations. C'est dommage cette action à 1-0, mais c'est quand même un joueur qui te montre beaucoup de choses. Après, bah, la défense, je pense que tu voyageras bien. En vrai, Toulouse, je sais qu'un sportif de 12 ans, il m'a dit t'as eu la vision un an trop tôt. Mais je pense que Toulouse, ouais, c'est une équipe qui va embêter du monde et qui peut s'offrir une première petite saison pépère. Ouais. La première de Abou Francis, pas mal. Ouais, c'est vrai qu'Abou Francis, bah, autre joueur comme Ngoy qui vient du championnat belge et qu'on va prendre pas mal de plaisir à découvrir, je sens. Allez, il nous reste 4 matchs à évoquer, les amis, et pas des moindres, avec ce PSG Lens. Par quoi on commence? On va commencer peut-être par le talent, le génie, la prise de responsabilité de Bradley Barcola, qui s'offre un doublé avec 2 passes D de Vitinha, mais vraiment la finition, voilà, je vais pas dire 2 buts copier-coller, parce qu'il y en a une c'est enroulé au deuxième poteau, l'autre c'est plutôt à ras de terre premier poteau. Mais franchement, bah, il faut ce genre de moment, il faut ce genre de joueur pour débloquer les situations. Et je pense que Barcola, peut-être le fait d'avoir été installé en équipe de France comme titulaire, peut-être que ça lui laisse, ça a débloqué quelque chose dans son esprit en disant ok, j'ai acquis un nouveau statut, mais désormais c'est à moi de le montrer sur le terrain, de le prouver. Il y a Luis Enrique et Deschamps qui me font confiance, bah, je vais leur rendre. Et c'est vrai que ça le prouve bien. Donc franchement, c'est quand même très intéressant, je trouve, d'avoir, évidemment, comme toujours, pour le PSG, ce type de joueur. Après, bah ouais, il faut qu'on parle des blessures, les gars. Et ouais. Alors, t'as Kvara qui subit un tacle très vilain. C'est dur, tu vois, parce qu'en fait, il y a beaucoup qui vont confondre. Il y a plein de facteurs à dégager. T'as peut-être une mauvaise gestion de staff médicaux en sélection, comme on a pu voir avec Dembélé. Tu joues aussi de malchance, parce que pour moi, Kvara, c'est de la malchance. C'est un tacle mal maîtrisé, et finalement, il sort. J'ai l'impression que c'est pas trop grave. Après, t'as Kangin Lee qui sort aussi. Beraldo, c'est plus sérieux.
t'as quand même un enchaînement costaud qui arrive. Je pense... Est-ce que le PSG va recruter? C'est ça la question. On rappelle que le PSG peut encore recruter des joueurs libres. Et là, si vous voulez qu'on aille voir les joueurs libres qui restent en attaque, on parle du Paris Saint-Germain et surtout de Luis Enrique qui est ultra exigeant. Finalement, c'est pour se retrouver avec un mec que tu ne fais pas du tout jouer. Bon, bah, ça va peut-être être laissé à désirer. Mais tu as quand même, tu vois, 2-3 noms. Est-ce que on peut aller là-dessus quand on s'appelle le Paris Saint-Germain? Je ne suis pas sûr. Autant l'OL, je m'étais amusé à regarder parce que je me l'étais dit pourquoi pas. Là, j'ai beaucoup plus de mal à y croire pour signer, tu vois, ce type de joker. Hakim Ziyech, Paco Alcacer, Emmanuel Denis, Giannini, Patrick Benford, Bilal Brahimi, Yann Caramo, Lorenzo Insigne, Christian Tello, Nathan Redmond, Isaac Success. Bon, autant vous dire que je pense pas que le PSG ira là-dessus. Et justement, comme tu dis, l'Omerca, c'était le choix du PSG de ne pas recruter. Ça a été assumé. C'était de finalement laisser du temps au Titi, laisser plus d'opportunités à Mayoulou, à Ibrahim Mbaye, de refaire confiance à Zaire Emery, de ne pas, tu vois, bloquer ce type de joueur. Après, bah, tu as l'envie et tu vas peut-être être finalement limité par une réalité, c'est que l'effectif du PSG était, quoi qu'il arrive, un peu restreint. Moi, si vous avez suivi ma vidéo Mercato Idéal, j'aurais doublé tous les postes et j'aurais pris aussi ce fameux offensif supplémentaire qui a peut-être te manqué, qu'il soit Rodrigo Mora ou Akliouche, ça ne s'est pas fait. Maintenant, il faudra voir. Parce que tu vas être privé de quelques joueurs majeurs pour des rendez-vous importants. Tu as l'Atalanta qui arrive, tu as l'OM ensuite en Ligue 1, tu as le Barça surtout à la fin du mois. Et ça, c'est évidemment un rendez-vous où on aurait voulu avoir tous les joueurs présents à 100%. D'après le Parisien, les examens pour Beraldo, c'est juste une entorse pas très grave avec Gvara et Lys, ce sont des coups. Ouais, je pense que Gvara, c'est un coup, Lys, c'est plus un truc musculaire, et Beraldo, ouais, ça peut être une entorse, à voir la durée. Je pense que c'est moins préoccupant que Dembélé, voire que Doué. Quoique, bon, ça se trouve, ce sera la même durée pour Beraldo et Doué. T'as pas l'impression qu'il joue encore à 100%. Hâte de mercredi pour voir enfin ça. Oui, je pense que le PSG en Ligue 1, à part pour les très grosses affiches comme Marseille ou l'OL, si on considère que ce sont des gros rendez-vous pour eux, je pense que la Ligue des Champions, c'est évidemment là où ils vont mettre le bleu de chauffe à 100% et ils vont essayer d'aller chercher ce doublé. C'est pour ça que, tu vois, par exemple, je suis dans la confidence avec vous. Demain, on va devoir faire nos prédictions de Ligue des Champions. J'ai quand même la tentation de mettre PSG vainqueur parce que, je vous le dis souvent, ce qui se passe en septembre, c'est pas ce qui se passe en janvier et en mai. Et même si là on voit un PSG qui est très diminué, il suffit que tous les joueurs reviennent. Il suffit aussi que tu aies également du renfort au mercato hivernal, parce que je pense que, tu vois, l'arrivée de Gvara avait permis de gommer un petit manque, que ce soit de qualité, même de profondeur. Et puis surtout, tu as vu l'apport de Gvara en LDC, que ce soit offensivement sur les quelques buts qu'il a marqués, et puis surtout l'aspect chien de la casse, les retours défensifs. Ça, c'est vraiment très très bon. Après, ça a été un choix. Il va falloir l'assumer. Parce que tu savais qu'avec cette Coupe du Monde des clubs, cette préparation tronquée, seulement 2 semaines de vacances, tu reprends et paf, 1 semaine d'entraînement, tu as déjà un premier match officiel. Tu savais que ça allait faire de la casse. Tu devais t'y préparer. Malheureusement, quand je vous le dis, tu joues de malchance avec le coup sur Gvara et aussi un petit peu de, je ne vais pas dire d'incompétence, mais ça aurait pu se régler en meilleure intelligence, ce qui s'est passé pour Dembélé avec l'équipe de France. Maintenant, voilà, va falloir assumer. Va falloir assumer là-dessus. Donc, ce sera quand même... Après, tu vois qu'en Ligue 1, ils ont encore la marge. Le match de Lens, je sais qu'à la fin, je sais plus si c'est Thomasson ou Aguilar qui a été interrogé. Il disait qu'ils étaient quand même... Non, je crois que c'est Gradit, pardon, j'ai confondu. Moussiala est encore blessé. Moussiala, je crois qu'on le revoit pas en 2025. Moussiala, si on le voit pour la Coupe du Monde, c'est déjà bien. Comme je vous disais, Gradit disait on a fait un beau contenu. J'en voudrais jamais aux équipes, encore une fois, qui affrontent le Paris Saint-Germain de perdre, parce que y a cette galaxie d'écart. Mais quand t'as un PSG comme ça, tu vois, qui est un peu fragile, enfin pas un peu fragile, mais tu vois, qui est pas à 100% tout ça, est-ce que, tu vois, tu te dis pas, c'est le moment, tu sais, de se faire violence et d'aller chercher mieux. Je pense que ce lance-là aurait pu, tu vois, essayer de tenter un peu plus. J'ai été
un petit peu déçu. Lens n'a pas été ridicule. Non, je trouve que Lens a une vraie belle équipe et c'est pour ça que, en revoyant évidemment le classement du départ, tu vois, Lens est la 8ème, 2 victoires en 2 journées. Le match contre Lyon, ils auraient pu avoir mieux. Le match contre Le Havre, ils auraient pu avoir pire. Ça peut se prendre dans les deux sens. Mais là, bon, t'as le derby, ensuite t'as un déplacement à Rennes, t'as Auxerre, t'as le Paris FC, t'as Marseille, t'as Metz, t'as Lorient. Tu vois, t'as quand même Auxerre, Paris FC, Metz, Lorient. Si t'es une équipe qui est très ambitieuse pour l'Europe, tu dois être en mesure de battre ces équipes. Après, je sais qu'ils feront pas 12 sur 12 parce que le déplacement à la Baie des Champs ou la réception du Paris FC, c'est pas des cadeaux. Mais, et en voyant évidemment aussi les matchs contre les adversaires directs. Mais ce lance-là, j'aime bien l'idée qui est proposée par Pierre Sage. Encore une fois, je sais qu'il a fait une interview, je crois que c'est dans le Média Carré avec Raphaël Domenac, toujours aussi intéressant, Pierre Sage à écouter, et surtout beaucoup de calme, de tempérance par rapport à ce qu'il propose. J'aurais voulu que son équipe se fasse un peu plus violence, mais bon, t'as quand même une belle base de travail pour la suite. T'as changé pas mal de monde par rapport à l'an passé, parce que si on prend en compte ceux qui étaient là et ceux qui n'étaient pas là, t'as Edouard, Guilavogui, Thauvin, Udol, Sangaré, Beidou, Risser, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 joueurs qui n'étaient pas là l'an dernier. C'est énorme. C'est énorme pour une équipe qui repart sur une nouvelle saison. Donc il faut aussi que tout ça s'adapte. Edouard, c'est vrai qu'il a eu des belles occasions et il va falloir qu'ils prennent. Après, je trouvais que c'était intéressant. Et même, tu vois, Abdallah Sima, qui lui aussi est un nouveau joueur, j'ai trouvé son entrée très intéressante dans les intentions. T'as Duban qui est pas mal, avec de l'expérience de Ligue 1, Wesley Saïd, avec Salou Abdelhamid qui a une belle qualité de centre. T'as des jeunes du centre aussi qui doivent se montrer comme Ryan Fofana et Bermond, en attendant peut-être de revoir le petit Silla ou Ismailo Gagnou. Mais ce lance-là, il faut pas grand-chose pour que ça prenne. Et c'est une équipe qui, je pense, va embêter pas mal de monde au fil de la saison. Et je vois un matériel de base qui mérite d'être poli. Et je pense que ce lance-là, en janvier-février, sera bien plus sérieux et abouti. Je pense qu'il leur manque encore une fois des petits trucs dans la concentration, dans la finition. Et puis même, tu vois, il y a des âges aussi à prendre en compte. Hein. Sangaré, il a quel âge? Sangaré, il a 23 ans. Beidou, il a 21 ans. Romain Risser, gardien de but, qui a 20 ans. C'est très très jeune, 20 ans. Donc, tu vois, il y a aussi des joueurs qui doivent prendre en maturité, en expérience. Et ça va être l'objectif pour Pierre Sage d'accompagner ces différents joueurs. Après, sinon, sur le reste du match, juste pour le PSG, c'est vrai que Zabarni, j'ai vu certaines personnes être inquiètes de son placement. Je pense que Zabarni, c'est aussi une histoire d'adaptation d'un joueur qui doit prendre le pouls à mesure de cette équipe. Je pense qu'en Ligue des Champions, on verra pour le moment Marquinhos Pacho et que Zabarni est bien le troisième homme, mais c'est aussi une histoire de s'adapter, de prendre un petit peu le rythme du truc. Et Chevalier qui sort encore un arrêt avec les pecs, franchement, il aime bien montrer que belle ossature, le Chevalier. Mais non, ça c'était un arrêt qui valait le détour. Et Vitinha, encore une fois, la qualité de passe, le métronome, fabuleux joueur. On a beaucoup parlé de Barcola, de sa capacité à débloquer les choses. Mais si Barcola a pu mettre ce doublé, notre ami Vitinha y est pour quelque chose. On a 3 matchs encore à voir, les amis, avec ce Brest-Paris FC. Que dire sur cette rencontre? Un Paris FC efficace, très inspiré sur sa première période, qui a souffert par la suite. Brest qui a pilonné le but d'Enkambadio. Enkambadio qui est mon gardien du week-end très clairement avec Hervé Kofi. Un Paris FC qui finalement a été malin. Paris FC qui n'a pas été récompensé par exemple du match de certaines rencontres, qui a proposé des choses. Là ils ont été un peu plus réalistes. Ils ont montré que défensivement ils avaient un peu plus de qualité, même si on a pu voir qu'Otavio prend rouge. Otavio, c'est toujours difficile, hein, mais quand tu es un défenseur qui a coûté 17 millions pour un promu, tu attends à ce que ce soit un patron. Bien sûr, ce que je vous dis depuis le début des lives de ces dérives Ligue 1, c'est de pouvoir donner du temps à ce type de joueur qui change de championnat, de contexte, qui a aussi un statut à défendre. Mais Otavio, on attend bien plus. Ça, je suis d'accord. Après, je pense que la défense du Paris FC sera encore mieux avec un tonton comme Amari Traoré. Ça, je pense, pour le coup, c'est un joueur qui va te faire une belle différence. Et je suis vraiment content pour Vincent Marchetti, qui a marqué, qui était un joueur déjà très intéressant à l'époque de l'AS Ajaccio. Je trouvais que c'était un beau coup de la part du PFC de l'avoir récupéré en Ligue 2. Quand je parle d'Ajaccio, c'était bien en Ligue 1. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu, mais Ajaccio qui est reparti de R2 avec une sacrée aventure. Avec Andy Delors qui s'est engagé là-bas notamment.
avec Lipini, ancien joueur qui est désormais coach, et Cabella, Benjamin André qui deviennent actionnaires. Ça vraiment, ça fait plaisir à voir pour la CA qui repart, qui a son premier match, je crois, dans une semaine. Donc voilà, qui repart vraiment de zéro avec un truc expérimental en R2. Donc on verra ça. Mais Marchetti, voilà, a marqué. Et franchement, Marchetti en Ligue 1, je sais que beaucoup disaient, tiens, le 11 du Paris FC, alors c'est ça votre fameuse équipe XXL de stars qui monte. Non, je trouve que le choix de Red Bull, pour le coup, il est pertinent d'attendre. C'est le mot. C'est la patience. C'est de voir quel joueur se débrouille bien en Ligue 2. Quels sont ceux qui sont capables de passer le cap en Ligue 1 et qui finalement manquent le tournant. Et là pour le coup je me dis qu'un Marchetti, je sais pas quel âge il a Marchetti, je pense qu'il doit avoir une petite trentaine, non? Marchetti 28 ans, tu vois, 28 ans ça reste jeune, hein. Et lui pour le coup en joueur de rotation après, moi je le garderai je pense, et là pour le coup même pour cette saison en tant que titulaire, il fait le taf. Jubbles qui marque son premier but, lui, ça va lui faire du bien, parce que je pense qu'il en avait besoin. Quand t'as coûté 10 millions d'euros, que voilà, tu reviens dans ton 4e club de Ligue 1, après Lyon, Monaco et Nantes, il faut qu'il puisse confirmer. Ça, c'est clair et net. Et c'est vrai que quelqu'un le disait, Otavio fait pas un mauvais match au-delà du rouge. C'est vrai que Ajorc joue bien le coup parce qu'il réussit à passer devant. Il y a du tirage de maillot des deux côtés. Mais Otavio, c'est vrai que, bon, on peut pas dire si on exclut le rouge parce que c'est quand même un fait majeur, mais c'est encourageant par rapport à ce qu'on a pu voir sur les premiers matchs contre Angers ou Marseille. C'est vrai que je suis d'accord avec vous, on peut le retenir ça. Et puis au pire, si c'est mal à la mi-saison, ils vont faire péter le budget. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Je pense que ce Paris FC là va être amené à progresser et à surtout grandir au fil des mercatos. Et dès cet hiver, ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait encore 2-3 joueurs qui arrivent, quoi. De toute façon, là, le temps que ça s'intègre, mais je pense que pour ceux qui étaient inquiets de voir cette équipe, dire oh là là, ça y est, ils vont devoir lutter pour le maintien, non. Ils auront quand même de la marge, ils auront de la marge sur le reste, ça j'en suis convaincu. Après, est-ce que ce sera suffisant pour aller peut-être embêter les équipes européennes? Ça par contre, je pense que ce sera plutôt un ventre mou pépère. Mais par contre, être dans une position comme Auxerre l'an dernier et t'offrir des matchs de galets, embêter des gros un week-end sur 2, sur 3, je pense que ça peut être un objectif pour cette équipe qui a quand même un matériel très sympathique. Ça mérite d'être amélioré, ça mérite d'être patient, ça mérite peut-être aussi d'écrémer de certains joueurs qui ont peut-être plus leur place en Ligue 1, mais tu as quand même quelque chose à construire. Et Cambadio, tu vois, tu lui ramènes un Kevin Trapp, hop, match de patron à Brest où tu en as besoin, et ça le fait. Côté brestois maintenant, beaucoup de naïveté défensive, ça ne pardonne pas, avec Couder qui malheureusement, c'est un gardien que je trouvais pas si mal sur ses rares apparitions en Ligue 1, Coupe de France. Bon, il avait pris 7 contre le PSG en Ligue des Champions, mais en fait je me disais que Couder qui assure l'intérim de Maïeki, c'était une chance à saisir pour lui, dans le sens où Maïeki a pas vraiment pas rassuré, et c'est pas un euphémisme, lors de ses premiers matchs avec Brest, et que si Couder sortait, tu vois, une grosse perf contre le Paris FC, alors peut-être, et finalement on se rend compte que ouais, c'est peut-être pas assez suffisant. Est-ce que Brest va pas aller chercher eux aussi un gardien en urgence? Je sais pas, mais je pense pas que ça va être leur intention. Est-ce que t'as un gardien sympa qui traîne là sur le marché libre? Ouais, t'as Arthur Desmas, t'as Dimitri Berthaud, t'as Rui Patricio l'ancien. Ceux qui ont connu Rui Patricio récemment à Atalanta Roma, je suis pas sûr que ce soit le coup du siècle. T'as Mouez Hassen. T'en as quand même 2-3 que tu connais de nom. Mais après, on sait que tu peux faire aussi un joker en Ligue 1. Est-ce qu'il n'y a pas un gardien, tu vois, qui traîne? Mandanda, on y a pensé, mais Mandanda, hommage à lui, au passage, qui a pris sa retraite, qui a décidé de raccrocher les crampons, les gants, on peut le dire, qui n'a pas trouvé de challenge. Donc à voir. Brest, ils sont pas loin d'avoir la pire paire de gardiens Ligue 1, juste derrière Lorient. Moi je pense que même si Mvogo en a pris 4, Mvogo à Brest, je prends tous les jours. C'est vrai que là pour le coup, ça peut un petit peu les tuer. Et si tu rajoutes à ça, évidemment, un milieu de terrain à reconstruire, avec les départs de Lesmelou et Camara, peut-être un petit peu moins d'efficacité offensive pour Ajorc, même, tu vois, Loco qui revient de sa longue blessure, qui doit aussi se réadapter. C'est vrai que ça fait beaucoup de choses. Après, là où pour moi, bref, j'ai pas envie de les enterrer, c'est que t'as des recrues qui se sont faits sur les derniers jours du mercato. Pathé Mboup, Daouda Guindo, Rémi Labolascari, Eric Junior, Dina Mbimbe. T'as Lucas Toussard aussi qui va être présent. C'est qu'ils ont quand même du banc. Ils vont avoir une petite marge. 1 point en 4 matchs, c'est dur. Je pense qu'on est tous d'accord. Mais il faut pas non plus
être alarmiste. Ce qui est sûr, c'est que les prochains matchs, je pense que ça va être un petit révélateur. Tu reçois Nice, tu vas à Angers, tu reçois Nantes, tu vas à Lorient. Et après, tu vas même plus loin, tu reçois le PSG, ensuite tu vas au Havre. Tu vois, sur tes 6 matchs à venir, tu as Angers, Nantes, Lorient, Le Havre. Normalement, si tu es Brest, tu es capable de faire des résultats. Sur 12 points, tu dois faire du 8-9, quoi. Pour moi, si tu veux vraiment te relancer, ça doit être le cas. Ah, Caps Ready qui propose Ruben Blanco de l'OM. C'est vrai. C'est vrai que ça peut être une possibilité. Après, je sais que Ruben Blanco, il prend un salaire de tonton. Du coup, qui va l'assumer? Ça va être quand même la question. Ruben Blanco, 208 000 euros par mois pour être le troisième gardien de l'OM. C'est généreux. On va qualifier ce salaire de généreux. Je pense qu'on peut le dire. Donc, il faudra voir pour cette question gardien. Je sais qu'il devait faire un gardien suédois. Finalement, ça s'est pas fait. Mais ouais, c'est vrai que le choix du gardien, ça peut être dur. Le petit Johan de Reims, en vrai. Est-ce qu'ils vont pas finalement risquer leur joker? Ils vont pas le griller. Ils vont peut-être attendre le mercato hivernal. En tout cas, oui. T'as un souci défensif, t'as un souci de gardien à Brest. Je pense que même les principaux concernés, Eric Roy, son staff, le savent bien. Après, on a ce Strasbourg-Le Havre à évoquer. Strasbourg-Le Havre. Encore une fois, je suis pas convaincu par le contenu de Strasbourg, avec un Rosseigneur qui fait beaucoup de changements dans ses 11 d'une rencontre à l'autre. Bon, là, t'avais pas Emega, t'as le départ de Bakwa qui t'avait débloqué beaucoup de matchs en Ligue 1. Donc là, pour le coup, c'était un petit peu l'inconnu, c'est qui allait prendre ses responsabilités. Strasbourg, j'ai trouvé que le match était assez brouillon. T'as Moridio qui a sorti quelques parades vraiment costauds. T'as des joueurs qui enchaînent, et je m'attendais pas à ce qu'ils aient autant de temps de jeu, comme Mathis Amougou, comme Rafa Luis. Et après, t'en as d'autres où on savait que ça allait être des cadres. Tu vois, il y a quand même l'ossature. Je pense qu'à Strasbourg, tu vas la dégager avec Penders, Sarr, Doucouré, Diego Moreira, Valentine Barco, le Maréchal, Panicelli. Même si Panicelli, pour moi, est en concurrence avec Emega. Mais tu vois, t'as Kenry Paez, Martial Godot, Amo Emedio, El Mourabet, Ouattara qui sont entrés en cours de match. T'as dû quand même laisser pas mal de joueurs sur le banc. Je sais pas s'il y a un choix de l'entraîneur pour voir un petit peu quels joueurs ont été mis de côté par Rosseigneur, mais ça peut être intéressant, tu vois, de se situer un petit peu le niveau d'effectif qui n'ont pas été hop, est-ce que il y a alors pour cette partie, l'entraîneur strasbourgeois est privé de Sceaux, Omo Babidele, Silla, Nanassi et méga blessé, mais aussi de Nzingula suspendu. Ouais, c'est vrai que t'as encore pas mal de joueurs qui manquent à l'appel, quoi. C'est vrai que t'en as quelques-uns, quoi. Ah oui, Oxbert, le carton rouge le plus ridicule du XXe siècle. C'est vrai que celui-ci, il est quand même assez saisissant. C'est vrai que Homzi a raison. Gueladoué, blessé, c'est à noter. Oxbert, qui en gros avait déjà un carton jaune de mémoire, si je ne m'abuse, et qui en gros, ouais c'est ça. En gros, je sais pas ce qui se passe. Il y a un coup de sifflet l'arbitre, le ballon joue, et lui, je crois qu'il comprend pas, et en gros, il récupère le ballon dans ses mains pour en mode, je jouais le coup franc, sauf que le coup franc a déjà été joué par l'arbitre, qu'il y a déjà eu un coup vers l'avant, et que du coup, Oxberg a récupéré le ballon avec ses mains, et que c'est sanctionné. Et c'est vrai que là, pour le coup, on sait qu'avec Strasbourg, ça a été souvent le cas, hein, des erreurs de jeunesse, d'inattention. Là, ça aurait pu coûter cher en fin de match. Finalement, ce sera sans conséquence par la suite, sauf pour Oxberg qui manquera la prochaine partie. Mais attention à ce genre de situation. C'est vrai qu'en termes de carton rouge, je m'en souviens que l'an dernier, tu as vu un Club Bruges Aston Villa où tu avais eu pareil une séquence entre Tyrone Mings et Dimou Martinez qui joue mal un 6 mètres. Et du coup, ça avait fait coup franc indirect. Ou penalty même. Non, penalty même pour Bruges, parce que Mings l'avait pris des mains pour le replacer, quoi. Donc c'est quand même assez intéressant. Je suis pour Strasbourg, mais honnêtement aujourd'hui la victoire n'est pas une victoire pour moi, avec tout ce qui s'est passé en dehors du terrain, c'est dégueulasse. Banderole plus déclaration, et pour moi il va y avoir de fortes répercussions, alors qu'on fait un début de saison quand même très bon avec la qualif en Europe et quand même 3 victoires en 4 matchs. C'est vrai que on est obligé de le dire, il y a le contenu qui est pas encore incroyable, mais Strasbourg, j'ai dit, c'est pour moi un petit peu dans la même catégorie que de Monaco, qui a cette capacité à gagner ses matchs sans être très très bon pour le moment. Et il faut, parce que là pour le coup à Strasbourg, tu as changé beaucoup ton effectif, parce que là je l'ai dit pour Lens tout à l'heure, mais là
là, tu as Penders, Augsberg, Luis, Chilwell, Amougou, Panicelli. 6 joueurs qui n'étaient pas là l'an dernier. Et pour les remplaçants, ouais, tu as Paez, Godot et El Mourabet qui n'étaient pas là ou qui avaient très peu de temps de jeu. Donc tu as quand même beaucoup de changements dans cet effectif-là. Mais à Strasbourg, vous le savez, il y a une grève des ultras de Strasbourg par rapport à la situation, la multipropriété par rapport à Blocco. Il y a eu énormément d'agacement cette semaine parce que Emega, si vous êtes passé à côté de l'information, a signé, quelle grande surprise, en faveur de Chelsea qui rejoindra l'été prochain. Et du coup, il y a une photo qui a été publiée avec Emega qui pose avec le Chelsea. Bon, Emega va pas faire la gueule, mais il y a beaucoup de supporters qui ont mal pris parce que c'est leur capitaine et que ils s'engagent tout sourire avec le grand frère. Et malheureusement, c'est ça la réalité de Strasbourg. Je vais pas dire que tu as vendu ton âme au diable parce qu'à chaque fois tu as des discours, oui, il fallait faire ça. On sait que dans la situation économique de la Ligue 1, est-ce que Strasbourg aurait pu survivre longtemps sans s'associer avec Blocco? On ne sait pas. Mais là, oui, tu as perdu une partie de ton identité. Tu seras plus jamais indépendant. Et à chaque fois que tu auras un très bon joueur, au bout de 6 mois, 1 an, il va forcément passer par l'étape Chelsea. Donc tu as eu un communiqué des groupes ultra qui a été assez cinglant pour dénoncer ça. Et Rosseignor, il a poussé un sacré coup de gueule. Je crois qu'on a commencé à le voir. Hop. Emega, pion de Blocco, après avoir changé de maillot, rend ton brassard. Ça, c'était la banderole du COP strasbourgeois. Emega et Nanti a commenté Rosseignor en conférence de presse. Ce joueur donne tout pour l'équipe, c'est un des meilleurs joueurs à s'en passer. C'est un joueur de classe mondiale que 10 à 15 clubs européens vont déjà le recruter cet été. Tout le monde porte la bannière bleue ici avec fierté et intégrité. Nous ne sommes pas respectés par une minorité, mais je les invite chez moi. Si elles veulent mon adresse, je leur donne, nous allons nous asseoir et discuter. Mon capitaine va se remettre sur pied, il sera capitaine jusqu'à la fin quand il reviendra. Il fera le travail et même beaucoup plus. Aussi une banderole pour Marc Keller. Merci pour cette décennie dorée, il est temps de s'en aller. Keller, ça c'est Rosseignor qui le déclare. Et la région, il a porté les couleurs du club. Je suis bouleversé pour lui parce qu'il travaille 24 heures sur 24 pour ce club. Il a investi dans un moment critique. Il a su le faire remonter en Ligue 1. En vrai, je suis... le timing de l'annonce, ouais, en fait, c'est après avoir vécu déjà un été. En fait, je pense que c'est l'accumulation de choses qui... comment dire, c'est une accumulation, et là le cas Emega c'est un peu l'explosion pour les supporters, où t'as Mamadou Sarr qui fait la Coupe du Monde des clubs avec Chelsea mais qui est renvoyé en mode de période d'essai, où t'as le pauvre Samuel Smith qui fait 30 jours et puis qui est renvoyé là-bas, où t'as des mouvements incessants, où t'as Emega, je pense que ça a été la goutte d'eau. Après, pour le coup, Rosseignor, bon, il est dans l'engrenage, voilà, mais je trouve sa déclaration assez courageuse. En vrai, lui, il se cache pas. Il a envie de poser les termes. Et c'est vrai que ça peut être très frustrant, je pense, pour un entraîneur qui arrive, qui prend en cours une équipe qui modèle quand même et qui a changé de visage par rapport à Patrick Vieira. Il faut le dire, le Rosseignor Ball, ça n'a rien à voir par rapport à ce qu'on voyait sous Patrick Vieira, qui a amené cette équipe en Europe et qui ne voit pas de soutien massif unanime. Ça, pour le coup, je pense que pour un entraîneur, ça va être rageant. Mais t'as, dans l'autre sens, la multipropriété qui est en train de totalement avaler le club, où tu vois ce genre de mouvement. Je trouve que les deux parties vont avoir leur mot à dire. Ça va pas être évident de régler ça, quoi. Emega, ça a été annoncé depuis le début de son. Attends, après, je suis d'accord avec vous. Je pense que faut pas être aveugle. Enfin, on le savait qu'il allait rejoindre Chelsea au bout d'un moment et que c'était qu'une question de temps. Après, c'est vrai que le faire en cours de saison, est-ce qu'il fallait peut-être pas attendre, tu vois, en mode, allez, on ficelle ça en septembre et on se revoit en mai prochain. Et puis peut-être c'est calmer un petit peu le jeu entre Blocco, Chelsea, Strasbourg pour mieux diluer ça. Donc je peux comprendre que la communication soit un enjeu fondamental. Par contre, attention à ce que ces différentes déclarations, que cette nervosité entre les deux parties ne vienne pas totalement pourrir, dégommer la saison de Strasbourg, qui est intéressante sur le papier. Ça démarre. Moi, je le dis, je trouve que dans le contenu, c'est moins abouti que ce qu'on a pu connaître sur la deuxième partie de saison l'an passé. Mais tu avais une qualification en Europe à assurer. Ils l'ont fait. C'est bien de leur part. Mais dans le contenu, tu vois, tu sens que c'est une équipe qui peut encore largement progresser, mettre beaucoup plus de contenu positif, évidemment avec toutes ces recrues intégrées. Tu vas au Paris FC. Quelqu'un disait c'est le Red Bull contre le Blocco derby, ça va être pas mal. Tu reçois Marseille, ensuite tu fais le Slovan Bratislava, tu reçois Angers, tu vas au Parc.
Et ensuite, tu enchaînes encore. Il est quand le Strasbourg Crystal Palace, le match de Carabao Cup? Voilà, il est le 27 novembre. Pour ceux que ça, ça intéresse. Donc, non, c'est une situation qui est très bizarre. Ça va être vraiment. C'est là où on va devoir, je pense, être diplomate du côté des dirigeants. Je pense qu'il faut beaucoup communiquer. Il faut essayer de se rapprocher. Et je pense, pourquoi pas, organiser une réunion Rosenior joueurs ultra. Je pense qu'il faut le faire. Même si ça va être tendu, même si je pense qu'il y a peut-être des noms d'oiseaux qui vont fuser, je pense qu'il faut être en mesure d'organiser ça. Ouais, ça, je vous rejoins totalement. Et puis on termine avec ce petit Metz-Angers. J'ai pas trop parlé, désolé, du Havre. Au passage, je trouve qu'encore une fois, leur match est bon. Ils sont pas récompensés. Ils auraient pu repartir avec mieux. Voilà, on peut le voir, évidemment. 10 tirs encadrés. C'est là où, pour moi, les limites du Havre se situent. C'est qu'ils vont manquer d'un offensif plus, d'un buteur, tu vois, à nez. Après, ils peuvent encore se répartir les choses. Mais bon, tu peux voir qu'il y a quand même des vraies qualités dans cette équipe. Et dans les intentions, dans l'état d'esprit, même si on savait que l'an dernier, ils ont été bien soudés, c'est quand même une équipe qui m'a rassuré sur le contenu des 4 premières journées. Et autant j'étais inquiet, je les mettais dans la charrette. Là, pour le coup, je le dis, il y a pire pour le moment. Faut pas non plus trop être serein parce que t'as que 3 points après 4 journées. Mais là, parfait. Le calendrier du Havre, tu reçois Lorient, tu vas à Metz. Là, c'est ton championnat. Là, c'est le moment où il ne faut pas se louper. Et si tu fais du 4 sur 6, 6 sur 6, je pense que tu seras déjà bien avant d'aborder la suite, Rennes, Marseille, tout ça, quoi. Donc, ça va être pas mal à voir. Ouais, comme je vous dis, on termine avec ce Metz-Angers, où on se disait, attention à Metz qui doit prendre ses premiers points. Angers, qui, même s'ils ont perdu Esteban Le Paul, et vous le savez, qui n'a pas pu faire de recrutement, est une équipe qui, dans le contenu, j'ai trouvé ça hyper intéressant contre Rennes avant la trêve. Et bien, ça a été pas évident parce que Metz a fait une très belle entame. Metz aurait pu mener 2-0 avec Habib Diallo qui a eu obtenu ce penalty. Le penalty est obtenu par Ibou Sané. Habib Diallo devait le convertir. Habib Diallo qui était à 18 sur 23 en penalty, donc plutôt une valeur sûre. Et t'as peut-être le meilleur. Pourquoi peut-être le meilleur, c'est même sûr, je pense, même s'il y en a des très bons un petit peu partout. Mais je pense qu'Hervé Kofi, c'est vraiment le meilleur gardien de Ligue 1 depuis le début de saison, qui est incroyable. Franchement, bravo à Angers, parce que même si Yaya Fofana faisait le taf, tu avais budgétisé sa vente, il fallait trouver un gardien là pour arriver dans ce bourbier et t'en sortir. Et Hervé Kofi fait vraiment des perfs assez dantesques. Franchement, c'est pour du jeu, ça doit être un soulagement de fou. Et comme d'hab, Angers qui revient avec ce penalty à la fin. Bon, le penalty, il y a aussi du débat là-dessus avec la faute obtenue. Je crois que c'est Belkebla. Mais il n'empêche qu'ils sont allés la chercher encore une fois. Et Angers, évidemment, tu as envie de revoir ton jugement sur le fait de se dire, bon, avec le Paul et un groupe sympa, normalement ça se maintient. Sans le Paul, ça va être plus compliqué. Mais Angers, je pense, oui, sur le papier, le pire effectif de Ligue 1. Mais encore une fois, tu peux avoir un effectif très réduit, mais en termes de volonté, de collectif, de se dévouer les uns pour les autres, Angers au rendez-vous. Et franchement, je trouve que c'est assez admirable. Franchement, ils se dévouent. Ça va être dur toute la saison. Ils vont être à la lutte pour le maintien. Mais qu'ils soient déjà à 5 points au bout de 4 journées, je trouve déjà que c'est pas mal du tout pour eux. Et il suffit finalement de ne pas perdre. Après, il faudra aussi aller chercher des victoires. Mais tu vois, Metz, Le Havre, Lorient, ça peut être intéressant à aller chercher. Et sur la fin de match, surtout, je n'oublie pas que Prosper Peter, qu'il y a des joueurs qui ont des vraies opportunités pour marquer un deuxième but. Et là, si tu t'en sortais avec une autre victoire et que tu avais 7 points, j'aurais dit oui, évidemment, Angers, surprise du début de saison. Mais même avec 5 points, je trouve que je suis agréablement surpris par ce qui montre. Et franchement, vraie belle équipe. Dans le contenu, c'est intéressant. Défensivement, ça tient la route. Pour voir quand il y aura peut-être le premier coup de mou pour Hervé Kofi, mais pour l'instant ça tombe très très bien. Et puis la confiance amène de la confiance. Et non, Angers, dans ce championnat des mal classés, aura son mot à dire. Et oui, Prosper Peter qui met un coup de tête, un coup de tir dans la tête de Fischer. Il a la tête très très solide, le gardien messin. Et non, c'est compliqué pour Metz. D'ailleurs, il y a Tchèque Sabali qui a fait son entrée, qui a été bien sifflé par les supporters messins, parce que Cheikh Sabali avait fait la grève pour partir. Finalement, il a été réintégré. Et voilà, faut voir aussi à Metz que ce soit pas trop compliqué entre les joueurs, tout ça, parce que le début de saison est pas simple. Et tu as en plus des petites embrouilles comme ça. Donc attention. Metz qui est dernier pour le moment. Calendrier de Metz. Metz qui va à Monaco.
Metz qui reçoit le Havre. Celui-ci, bah, on l'a vu tout à l'heure, il sera déterminant aussi dans l'autre sens. Et ensuite, tu reçois Marseille, tu vas à Toulouse, tu vas à Lille, tu reçois Lens. Bon courage. Après, on savait que c'était une équipe sur le papier qui, bah voilà, en termes d'ascenseur, ils s'y connaissent. Ils ont pas non plus un truc totalement dégueulasse. J'ai pas envie de les enterrer, mais il va falloir prendre des points au bout d'un moment. Et par exemple, bah, dans une course au maintien contre un concurrent direct, le penalty d'Abid Diallo, il fait mal. Ça, c'est clair et net. Les amis, on va y aller sur l'équipe type de cette journée. Si vous voulez m'accompagner pour ça, je crois qu'on a quelques noms sympathiques à mettre. Alors, je dois vous avouer que quand j'ai fait ma pré-compo, j'avais que des milieux de terrain. J'avais Danois, j'avais Kondogbia, j'avais Van Hout, j'avais Vitinha, j'avais énormément de milieux de terrain. Donc je compte sur vous pour me définir tout ça. Alors, Lopez dans les buts. En fait, t'as Lopez, t'as Nkambadio et t'as Kofi. Kofi, on l'a déjà mis, je crois, dans les cages. En fait, il y a une vraie hésitation entre Kofi. Kofi, il y a un penalty arrêté. Lopez aussi, mais Nkambadio quand même. Nkambadio, il prend un but sur penalty, sinon, il est pas mal. Je sais pas. Qui c'est qu'on met entre ces trois-là? Il y a du bon monde, quoi qu'il arrive. Moi, j'étais parti pour mettre Nkambadio, pour tout vous dire. Mais c'est vrai que Samba, il est il est aussi impliqué. Il gagne en face, il gagne un face à face. Il en gagne même deux si on prend l'action de Karabek dans le lot. Donc ouais, pas simple. C'est vrai que Kofi, t'as un point sauvé. T'as le penalty. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que je peux comprendre que Kofi, encore une fois, on le mette en avant. Ensuite, arrière droit, bon, il peut jouer un peu partout. J'ai mis Donum, que j'ai trouvé très très bon. En défense centrale, bon, il y a du monde à mettre, mais je pense qu'on va partir sur... attends, je vais peut-être tenter un truc. Je vais mettre Ngoy. Est-ce que je passerai pas sur une base à 3 parce que moi j'ai 303 à mettre. Bon, il y a Pavard qui a été très bon aussi, mais pour moi, il y a Haggard quand même qui est sorti du lot. Contexte particulier, mais je pense qu'on peut quand même le mettre là-dedans, le Haggard. Et après, je mets Dante parce qu'à 41 ans, il fait encore des choses qui sont très très propres dans un contexte de Ligue 1. Donc je vais le mettre là-dessus. Gidon Hensa, c'est vrai qu'il a été bon. Bon, là, le milieu de terrain, je sais pas comment je vais faire. Bon, déjà, j'ai un Barcola à poser. C'est vrai que tu as Kader Meïté, mais d'habitude, on met pas forcément les remplaçants. Donc c'est un dilemme. Je vais mettre Van Hout. Je vais mettre Vitinha. J'ai quand même envie de faire une place à Kondogbia que j'ai trouvé vraiment bon dans ce match. Sauf que je peux pas mettre Kondogbia comme ça, donc je vais peut-être faire un milieu à 3. Je vais faire un milieu à 3, je pense que c'est la meilleure des choses. Hop, voilà. Ça va être intéressant. Il faut que je trouve encore un piston et un attaquant. Qui c'est qui a été vraiment... Jubels, tu vois, il est impliqué, il marque un but. C'est intéressant pour lui. En fait, il y a eu tellement de matchs. Il faut toujours essayer de se replacer ça. En fait, il y a eu beaucoup d'entrants qui ont été décisifs, notamment ce soir à Rennes. Tu as eu les Lillois également qui ont eu leur mot à dire. Melvin Barr, ouais, peut-être. En fait, j'hésitais entre Boga, Barr. T'as également, comme je vous le dis, peut-être un mec du Paris FC qui a été intéressant. Je sais pas trop qui mettre dans ce 11-là. On partirait sur Bard. Après, j'ai 3 Niçois. Est-ce que j'aurais pas une meilleure répartition à faire? Je sais pas. Ouais, peut-être Jubels. Hop. Pour son but. Et en latéral gauche, Murillo était bon, mais c'est à droite. Après, tu sais, je peux tricher et mettre Donum à gauche et Murillo là. C'est vrai. Tu sais quoi? Pour l'instant, je partirai sur ça. Peut-être que demain, sur hors-jeu, vous verrez beaucoup de changements dans le 11, parce que je suis pas forcément convaincu. C'est vrai que quand tu vois tellement de rencontres, bon, c'est vraiment histoire de se dire, hop, on change 2-3 trucs. Et bon, t'as Kofi au cage, Ngoy Haggard en défense, Murillo, Van Hout, Vitinha, Kondogbia, Donum, et devant, Jebus Barcola. C'est plutôt pas mal, je trouve quand même. C'est quand même une équipe qui tient la route. C'est costaud. Prochaine journée, les amis. Du coup, on aura Lyon-Angers vendredi soir. Ensuite, Nantes-Rennes 17h, Brest-Nice 19h. Et Lens-Lille 21h. T'as du derby, t'as des matchs à fort enjeu. Très sympa cette journée le samedi. Paris FC Strasbourg le dimanche à 15h. Monaco-Metz, Le Havre-Lorient, Auxerre-Toulouse en multiplex. Et un Marseille-PSG le dimanche soir. Franchement, on est gâtés. Il y a de belles affiches, il y a de beaux derbys. Ça va être très très sympa à voir cette journée. Ça vraiment, j'ai bien hâte de voir.
Les amis, merci beaucoup à vous d'avoir suivi ce débrief. Encore une fois, on a été long, on a été bavard, mais je pense que ça l'imposait, ça le méritait. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Je vous souhaite une très bonne semaine. Reposez-vous bien. Forêt d'attaque pour la Ligue des Champions. Demain, 18h hors jeu, vous pouvez me retrouver. Comme toujours, tous les contenus sont disponibles en replay sur YouTube, en podcast, Deezer, Spotify, Apple. Voilà, vous avez tout qui est disponible sur le COP de Scipion. N'hésitez pas à aller streamer. Et puis nous, on se retrouve ici sur la chaîne, je pense, dès mardi soir pour parler de ce Real Madrid Olympique de Merveille. Ça va être bien sympathique. Passez une très très bonne soirée, les amis. Salut à tous.